L'épisode d'aujourd'hui est présenté par la Fondation Jasmin Roy. Que tu décides ce que tu veux y manger pour souper ou que tu décides ce que tu veux y faire dans la vie, toutes les décisions que tu prends peuvent avoir un impact positif ou négatif. Pour tout savoir sur les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles, visite fondationjasminroy.com. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode qu'on qualifierait peut-être d'automnal parce qu'il sort à l'automne. Ça ne sera pas suffisant malheureusement. Non, je riais pas de cette absence de gag, mais je m'étouffais dans ma moustache molle. Je suis très content comme de l'épisode d'aujourd'hui. J'allais dire, c'est drôle, il y a comme un lien étrangement avec le message de notre commanditaire. On parle de relations saines et émotionnelles, des relations interpersonnelles. Et l'émission d'aujourd'hui traite exactement de ça. C'est un épisode dans lequel on traite de quelque chose qu'on n'avait pas eu la chance de traiter en profondeur depuis le début à Dread sur le Tape, et je suis très, très content de ça. Je parle ici du côté un peu plus dark, du côté plus noir, du sport mineur dont fait partie le hockey, et je parle ici des parents, les parents, pas en général les parents, mais les parents crazy, les parents over the top, les parents too much. Vous avez des têtes, vous avez des faces en tête. Je suis sûr que vous pensez à du monde présentement juste quand j'en parle, parce qu'on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Pelletier, psychologue sportif, et Jérémy Laliberté, humoriste de la relève. Et quand on voit ces parents-là, on se dit toujours, mais c'est qui? C'est qui ces gens-là? Qui sont-ils? Le père fou, c'est qui? Et Jérémy Laliberté, c'est son père. C'était lui le père intense de l'équipe de hockey. Et j'ai rencontré, je vous raconte un peu comment c'est fait l'épisode, comment c'est venu à se faire, parce que, sans donner tous les détails, parce qu'on va en parler dans l'épisode, mais je connaissais Jay de l'impro, on s'est rencontrés, en fait, on a travaillé ensemble, parce qu'on se connaissait déjà, sur le tournage d'une série qui s'intitule Le Killing, qui paraîtra en janvier 2019 sur nouveau.com ou .ca, je pourrais pas vous dire Nouveau, la plateforme web, bref, et ça risque d'être savoureux. C'est une œuvre d'Alec Pronovo. Parenthèse fermée. Et donc, on se rencontre sur le tournage et on jase de hockey. Nicole! Ferme la tondeuse, engage. C'est un référent François Pérusse, un vieux gars. Et donc, on se met à jaser de hockey et je réalise que il y a un souvenir un peu moyen du hockey parce que je pense que c'est relié à tout ça. Il se met à me partager les histoires qu'il a vécues et je suis complètement flabbergasté. Et je lui ai demandé, est-ce que ça te tente? Est-ce que ça serait possible que tu viennes en parler sur le podcast? Je trouve ça trop intéressant. Et il a dit oui. Il a dit absolument, je vais venir. Et je veux d'entrée de jeu le remercier parce que je sais que ça venait avec un certain stress, puis c'est normal parce qu'il vient nous partager quelque chose d'extrêmement personnel, très proche de lui. C'est pas quelque chose que tu parles tous les jours et devant n'importe qui. Il y a eu la générosité, la confiance, l'ouverture, la bonne foi et plein d'autres qualificatifs positifs de venir le faire. Et je leur remercie, Jay, parce que c'est vraiment smart. Puis je pense que ça donne lieu à un épisode, selon moi, peut-être un des plus touchants de l'histoire de Dread sur le Tape. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, merci. Et à ça, évidemment, je ne l'oublie pas, mais ça rajoute Jean-Michel qui vient et j'avais dit à Jay, je l'avais prévenu, j'ai dit, je vais inviter Jean-Michel, mais pas dans un but de psychanalyse. On n'est pas là pour faire une psychanalyse publique de Jay. Au contraire, c'est juste que Jean-Michel, lui, est aussi un gars de hockey qui, en plus, a des compétences en psychologie précisément sportives et tout son lot de bagages, de vécu, de connaissances mélangé au vécu que nous partage Jay, ça donne lieu à une discussion assez intéressante, assez real. Je pense que c'est un des épisodes les plus real depuis le début et je pense qu'on apprend beaucoup de ça. Pour n'importe qui impliqué dans le sport mineur ou pas, je pense qu'on parle ici de qualité humaine et que l'épisode d'aujourd'hui fait partie de ces épisodes qui vont au-delà du sport. Ce qu'on essaie de faire le plus souvent à Dressé, on essaie de proposer, évidemment, des choses qui sont pas nécessairement reliées au hockey, mais bien, évidemment, des thématiques humaines beaucoup plus larges. Cela dit, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Jean-Michel Pelletier et Jérémy Laliberté et moi-même. On s'est rencontrés, les gars, pour parler de ça le 22 septembre 2018. Voici les boys et notre discussion. Pas piquer des verres et le qualificatif que j'utiliserai. Donc, Jean-Michel Pelletier et Jérémy Laliberté pour vous. Bon épisode. Dread sur le Tape.
avec David Bocage. Yes, merci d'être là les boys en ce samedi matin très tôt pour des humoristes, mais peut-être pas pour un psychologue. Je pense que je me lève quand même tard. Ouais. Ah, on le sait pas, mais les psy, là, ça vire le vendredi. Non. Jean-Michel Pelletier, c'est ton nom. Exactement. Merci d'être ici. Jay Lally, Jérémy Laliberté. Yeah. Autre. Ou Jérémy Laliberté. Ou Andréane Lachapelle. Ça marche aussi. Oui, parfait. Merci d'être là, guys. C'est vraiment cool. Ça fait longtemps que je voulais qu'on fasse un épisode là-dessus. En fait, Jay, on s'était croisés sur un plateau. Yeah. Puis la première question que tu m'avais demandé, en sachant que j'avais un podcast d'hockey, c'est « Hey, tu parles dessus? T'as-tu fait un épisode sur les parents? Comment tu m'as dit quand tu l'avais wordé? Les parents agressifs. C'est peut-être le mot que tu avais utilisé. Ouais, j'avais demandé ça parce que moi, c'est le hockey mineur, mettons, me fait penser à ça durant mon expérience. Fait que c'est pour ça que je me demandais, puis je me suis dit, je vais aller voir cet épisode-là. Ouais, c'est juste plus tard, en fait, que sur une autre journée de tournage, t'étais comme... Tu t'es greffé une conversation parce que moi puis le comédien Louis Carrière non là c'est vrai parce que là il rentre à l'École nationale de théâtre, mais peut-être que dans 5 ans quand les gens vont écouter ce podcast, ils vont être comme ben oui, il joue dans tout. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. La star de Ramdam 2. Oui, c'est ça, quand tu sors de l'école, il y a des reboots de Ramdam. Mais non, ça, puis t'avais jumpé sur une conversation, puis je savais même pas que t'avais joué au hockey tellement t'avais gardé ça low-key. Ouais, c'est mon petit secret. Ouais, c'est ça. Ça, puis ton tatou sur la fesse gauche. Ouais. Mais toi, Jean-Michel, t'es aussi un gars de hockey, si je comprends. Oui, j'ai joué au hockey toute ma vie, puis je continue à jouer au hockey dans les ligues de garage. Okay. Mais j'ai joué au hockey mi-jet compétition, puis il y avait de la pression. Moi aussi, il y avait de l'agressivité des fois dans les estrades. Yeah. Juste quand t'as dit ligue de garage, je me suis dit ça serait malade de faire une thèse sur la psychologie des ligues de garage, parce que honnêtement... c'est assez fascinant. Il y a de tout. Ouais, il y a de tout. Puis quand tu fais les boys, ça aurait été créé à un moment ou à un autre. C'était comme inévitable. Ouais, exact. Parce que je veux dire, les personnages sont là. Puis c'est vrai qu'ils existent tous. Puis en tout cas, bref. Mais on dit souvent que les gens vont en psycho pour d'abord comprendre, s'analyser eux-mêmes. Est-ce que c'était ton cas, d'aller en psycho? Surtout que t'es psychologue sportif, là, ça, je l'ai pas encore mentionné, mais tu te spécialises dans la branche sportive. Ben, honnêtement, là, dans le hockey, là, tu vis tellement d'émotions. Là. Moi, j'étais gardien de but. En plus, gardien de but. C'est une autre affaire. Ça, c'est un autre game. C'est un autre sujet? Ben là, c'est un autre game. Non, c'est un autre game dans le sens que c'est tellement... C'est comme la portion individuelle du hockey. Avec goaler, c'est comme... Tu vis pas les mêmes choses que les autres joueurs. Il y a beaucoup plus de pression, beaucoup plus de... Mais je vais être honnête, une des raisons pour laquelle je me posais des questions, je me disais, mais comment un adulte peut agir comme ça? Je me le disais vraiment, j'avais 12, 13, 14, je comprenais pas. Là, tu parles de... J'étais gardien de but, j'étais un héros, tout le monde était fier de moi, il me valorisait. L'autre game, il me parlait pas après le game. Les parents arrêtaient de me parler. C'est vrai, là, tu sais, comme tu fais ta game, tu t'es fait rentrer 3 buts entre tes deux jambes, là. T'es déçu de toi, tu sais que t'as fait des erreurs, puis après ça, les parents, au lieu de te dire hey, c'est pas grave, puis ça va bien aller, il y en a qui te parlent pas. Ils sont fâchés contre toi, mais c'est pas supposé, tu sais. J'ai 12 ans, tu sais. En tout cas, j'ai vécu tellement d'expériences frustrantes, puis je comprenais pas pourquoi les adultes faisaient ça. C'est ça que je comprenais pas. Les gens dans l'équipe étaient pas si pires, là, tu sais, mes amis, tout ça, il y a personne qui venait me voir dire hey, ton but. Mais ça a été quelque chose qui t'a comme mis la puce à l'oreille de que tu voulais peut-être comprendre plus ou ben oui, puis tu sais quand t'es jeune tu peux savoir c'est quasiment ta vie au complet là. Ah ouais. Tu sais le hockey, tu te lèves le matin, t'as des posters de hockey le matin, tu sais c'est tellement important pour toi que quand ça va pas bien là-dedans, peu importe c'est pourquoi, soit tes parents ou que ça va vraiment pas bien, ben tu fais pas bien là. Ah ouais. Fait que moi c'était ma vie le hockey, puis j'ai vécu des beaux moments là, des vraiment magiques. Mais aussitôt que ça allait pas bien, la pression était vraiment forte. Y a-t-il un événement ou quelque chose qui est arrivé précisément que c'est peut-être ça que tu disais qui a comme trigger, qui a comme déclenché un peu tout ton intérêt pour l'aspect psychologie dans le contexte du sport? Mais je pense qu'il y a plusieurs événements, mais il y a toujours comme 2 événements marquants. Ouais. Il y en a un, là, faut que je vous le compte. Là. J'étais Pee-Wee compétition. Okay. On s'en va en finale. C'est 1-1. OK, je suis gardien de but. Là. Ça va super bien. Là. J'arrête tout. 30 arrêts, ça va bien. Croyez-le pas. Là. Prolongation, j'arrête tout. Impossible. 1-1. On s'en va en fusillade. Devinez qu'est-ce qui s'est passé. On est en finale, on s'en va aux provinciaux. T'as scoré le but gagnant? Je suis gardien de but. C'est vrai.
Ils m'ont remplacé pour l'autre goaler qui était meilleur, entre guillemets. À froid. Pour les fusillades. Parce qu'il était plus grand. Il avait plus de chance. Oui, dans l'année, il y avait eu. Mais. Avez-vous perdu? J'ai 12 ans. Ah, c'est ça. On a gagné. Ah, ça aurait été une bonne leçon. Ça aurait été une bonne leçon. Imaginez, tu sais, pour... La leçon, c'est prends ton trou. C'est ça. Mais imaginez pour un jeune de 12 ans, comment, émotionnellement, tu sais, ça fait pas tant. Tu te dis, là, c'est un adulte qui a fait ça à toi qui a 12 ans. Moi, je comprenais pas. Est-ce que tu as reparlé à ce coach-là? Ben, honnêtement, non. Tu sais, puis j'ai passé à autre chose, puis justement, je pense pas que ça vaut la peine. Mais surtout aussi, à 12 ans, c'est quand même dur de faire comme... Hey, je vais me rhabiller, tu sais, je vais enlever mon stock, je vais aller parler tout seul avec un adulte qui prend des décisions sur ma... Ouais. Non, c'est plus aujourd'hui en tant qu'adulte et psychologue de faire comme... Je vais l'appeler. Hey man, toi, tu sais pas l'impact que tu as eu sur ma vie. Mais tu sais, comme ça quel effet ça a eu sur toi, tu sais, en général, en termes de confiance, en termes de... Ça t'a clairement laissé une impression. Là, ben, c'est sûr que ça peut affecter, dans mon cas, mon estime, mais vu que ça allait bien dans d'autres sphères de ma vie, c'était pas si pire que ça. Mais c'est si après, l'année d'après, ça va moins bien, puis une autre année d'après, le cerveau, il peut pas accepter des échecs ou des perceptions d'échecs tout le temps. Ouais. Parce que sinon, un moment donné, il dit, ben là... À quoi bon? Il me change tout le temps, les autres sont meilleurs que moi, pourquoi je jouerais au hockey? Fait que je vais aller me chercher d'autres choses dans quoi je suis bon. C'est souvent, c'est l'école ou autre chose. Hein. Ouais. Ou l'humour, comme dans ton cas. Je suis pas bon, mais je continue quand même. J'ignore tous les signes qui sont envoyés. T'as des bons amis qui te disent que t'es bon. Ben oui, exactement. Mais bien vous entourer. c'est ça. Mais il y a des bons parents, par exemple. Parce que quand c'est arrivé, il y a 2-3 parents qui sont... Surtout le père du goaler qui a été remplacé. Si inquiète-toi pas, là, c'est correct. Là. Ça avait pas de bon sens. Puis ça, je pense que c'est ça qui m'a fait du bien. Un adulte, ouais. Tu dis qu'il y avait un autre... T'as dit il y a 2 événements. Ça, c'en était un. C'était quoi l'autre? Ouais, mais l'autre, là, c'était intense. Même parent. Non. C'était assez intense aussi. Le pire, je pense, c'est la même année. Là. Faut que je regarde dans ma mémoire. Là. Une année très lourde. Mais non, pire. C'est 4 ans plus tard, on est rendu midget. Compétition, tournoi dans ma ville. Rivière-du-Loup, c'est tout petit. Là. Yeah. Petite ville. Fait que j'ai dit ma ville en plus. On va me reconnaître. Non, c'est pas vrai. À Rivière-du-Loup? Ouais, non, mais... Jean-Michel encore en train de parler de nous. C'est ça. Mais dans mon coin de pays, c'est tout petit. Puis il y a un tournoi qui est vraiment populaire, mais tout le monde de la ville, tu sais, se déplace pour aller voir. Le pire, c'est que je suis déjà allé à des tournois à Rivière-du-Loup, fait que ça aurait été drôle qu'on joue dans la même... Ça, que l'année est arrivé dans la même année que l'on était là. Mais bref, oui, tournoi à Rivière-du-Loup. Puis dans le fond, c'était un tournoi où il fallait perdre pour passer. Ah ouais. Ouais, c'était mal, tu sais, les round robin. Ouais, genre, mais tu sais, si on perdait par un de moins, finalement, on passait à l'autre étape. En tout cas, c'était pas fair, c'était pas genre ce qu'il y avait plus legit, mais on l'a fait. L'équipe, avec le coach, on a pris la décision, mais c'est pas moi qui ai pris la décision, de ralentir. Mais psychologiquement, je te jure, c'est très difficile. Parce qu'on a gagné, puis on a perdu, mais on s'est rendu à l'autre étape. Ouais. Mais moi, j'étais pas d'accord. Ouais. Puis il y en a d'autres qui étaient pas... Ça heurtait nos valeurs, puis on a arrêté complètement de jouer. Tu sais, l'autre game, on n'était pas dedans. On n'était pas fiers de nous, on n'était pas dedans. Est-ce que c'est toi qui goalais cette game-là? Donc, fallait que t'avais la responsabilité de laisser passer des buts, mais que ça paraisse pas, genre? Exactement. C'est weird aussi. Mais c'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Puis ça, honnêtement, après ça, j'ai eu de la misère à jouer, genre, plus compétition. Après ça, je me suis amusé, là. Même, je te dirais, après ça, je suis devenu joueur de hockey. Comme à l'avant. Parce que j'étais tanné du truc de gardien de but, ouais. Mais c'était trop de pression, comme des trucs psychologiques. Je te dis, les gardiens de but vivent tellement... Là, je sais que c'est un peu extrême, là, parce que, tu sais, des fois, c'est gros, mais je vous jure, les gardiens de but vivent tellement des affaires comme ça. Ils sont 2. Ouais. Ils sont toujours en compétition. Ouais. Tu sais, un gardien de but, là, sur le banc, là, des fois, là, il peut vouloir que son équipe perde pour que ça soit lui le premier goaler. Ouais. Que ça soit à son tour de sauver. Se mettre en valeur. Ouais. Mais au niveau des valeurs, tu sais, c'est anti-sportif, c'est ça qui est drôle dans tout ça, tu sais, ou c'est contre-instinct de vouloir que ton équipe perde. Mais honnêtement aussi, au hockey mineur, tu sais, souvent, quand t'es pas compétition, t'as un goaler, tu sais. Puis j'ai toujours trouvé ça dur de me mettre dans sa peau de... Mettons, on se fait scorer un mauvais but, on revient au banc. Là, les gars chialent sur le goaler, mais le goaler est même pas là pour se défendre.
Puis là, la période finie, il vient au banc prendre une gorgée d'eau, puis tout le monde dit « Ah, c'est beau, lâche pas ». J'ai toujours trouvé ça hyper hypocrite, alors que, tu sais, le 2 secondes, on bitchait sur sa mitaine, fait tout le temps scorer dans la mitaine. Je sais pas, moi, j'ai toujours eu une amitié, genre une compassion pour les goalers de mes équipes qui se faisaient chialer dessus. En tout cas, je sais. C'est parce que c'est un job où chaque erreur résulte directement à un impact dans la game. Tu sais, un joueur qui rate une passe, là, la game continue, puis ça, tu sais, mais imagine qu'à chaque fois que tu rates quelque chose, bah, c'est un but pour l'autre équipe. C'est tellement... C'est malade. T'as 7 ans. C'est ça. C'est comme, ouais, je sais pas, là, tu sais, fait que c'est quand même assez intense. Fait qu'imagine c'était goalers à Montréal. Même si t'es un adulte, là, ça a quand même des trucs quand même assez pesants. Même dans les ligues de garage. Ouais, c'est ça. Ah oui, vraiment. Mais pour vrai, tu sais, les ligues de garage, c'est assis, il est pas là, il est pas dedans ce soir. Ouais, mais tu sais, on est mardi, il est 11h. Il y avait un gros dossier. Il s'est levé à matin à genre 6h, il y a 2 enfants. Il y en a un qui est malade. Tu sais, c'est comme je sais même pas par où commencer. Mais, fait que c'est ça, fait que toi, dans le fond, ça, t'as vraiment été aussi élevé dans cette culture de hockey-là, puis déjà, t'avais comme un intérêt pour la psychologie ou la manière dont les adultes ou les agissent dans un contexte. Parce qu'en fait, c'est quoi, en ce moment, parce que toi, t'es psychologue sportif, comme, tu sais, une fois que t'es psychologue officiellement, légalement parlant, comment tu deviens psychologue sportif? Ben, tu sais, souvent, mais comme moi, j'ai fait ma thèse sur le sport. Ouais. Tu sais, moi, j'ai écrit une recherche puis pour vérifier c'est quoi les facteurs qui motivent un être humain. Parce que pour être psychologue, officiellement, il faut que tu fasses une thèse de doctorat. Oui, c'est ça. Voilà. Pour avoir un doctorat. Puis après ça, ben, tu sais, moi, je me suis spécialisé avec les athlètes. Tu sais. Okay, ça peut être hockey, ça peut être autre chose. Mais moi, c'est parce que j'aime travailler avec ces gens-là. Mais on travaille sensiblement les mêmes choses que les gens qui font des épuisements professionnels. Dans le fond, un être humain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut avoir l'air bon, et qui veut être fier de lui, il veut avancer, il veut évoluer, il veut être libre, il veut pas se faire sentir contrôlé, surveillé. Mm-hmm. Ben, au hockey comme ailleurs, c'est la même chose. Fait que c'est les mêmes phénomènes. Puis il y a des trucs que je travaille beaucoup, c'est beaucoup les blessures. Tu sais, quand t'as 15 ans, c'est ton sport, là, c'est ta vie. Puis du jour au lendemain, tu peux plus jouer au hockey parce que ta cheville ou ton genou, psychologiquement, c'est tough. Ben, mais ça me fait penser, je vais taire le nom, mais moi j'ai fait un DEP en menuiserie. Puis dans mon DEP, il y avait un gars qui faisait ses tryouts au junior majeur. Ça allait bien, il commençait à avoir des coupures, il sentait qu'il était dans la vision de l'équipe, ça s'enlignait bien. Les gars jouent au hockey soccer dans le parking après un entraînement. Lui, il part à courir pour pogner le ballon qui s'en allait dans la rue, se casse la cheville dans un nid de poule. Son camp est fini, il reprend ses patins 6 mois plus tard. Même lui, il patine pas comme il patinait, c'est fini. Fait qu'il s'inscrit dans un DEP pour aller dans la construction. Mais tu vois que le gars, à tous les jours, ce qu'il avait envie de faire puis ce qu'il s'enlignait à faire, c'est de jouer au hockey. Puis là, il joue dans des ligues de garage avec son père, puis il torche tout le monde, mais tu sais... Fait que pour lui, juste de le voir dans le DEP, tu voyais qu'il y avait quelque chose de pas réglé. Exact, t'sais. Mais tu vois, en psy, ce qu'on dit, c'est la frustration, c'est à cause du hockey. Ça doit être tellement frustrant, là. Je me mets à sa place, là. Tu sais, t'es comme... Tu te blesses pas au hockey, là. T'es blessé dehors, en jouant au hockey, en tout cas. Moi, j'aurais été frustré. Il faut ramener ça au nid de poule. Nos routes au Québec, ça arrête de voir ça. Là, on les demande pourquoi il y a moins de joueurs québécois dans les nationales. Les nids de poule. Les nids de poule, mais... donc, c'est ça. En fait, c'est que tu as décidé de faire ta thèse sur la psychologie dans le sport. Pour ceux aussi qui se demandaient la différence entre psychologue et psychiatre, c'est qu'un psychiatre... interromps-moi toi-même, mais c'est un médecin, en fait. Mais c'est rare qu'on va voir des psychiatres sportifs. Souvent, des médecins... Tu sais, un psychiatre, c'est un médecin qui est spécialisé dans la santé mentale. Exact. Et qui a le droit de prescrire... des médicaments. Alors qu'un psychologue... On prescrit pas de médicaments, mais tu sais, on traite dépression, anxiété. Parce que je pense que Jay voulait avoir une petite side. C'est pour ça que je faisais ça. Psychodone, c'est ça. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Non, vous allez prescrire plus par la thérapie. Oui, exactement. Mais les psychiatres font aussi de la psychothérapie, mais ils donnent aussi des médicaments aussi. Fait que, mais le rôle du psy, c'est vraiment d'aider la personne à se sentir mieux. Y a-tu comme une genre de compétition psychologue-psychiatre? Vous êtes comme genre, les psychologues sont les psychiatres donnent juste tellement trop de médicaments, puis les psychiatres sont comme, c'est les psychologues, ça va être. Pas vraiment, parce que honnêtement, il y a tellement de besoins, là, puis les deux, on a besoin un de l'autre. Mm-hmm. Tu sais, dans l'image populaire, peut-être que il y a un qui donne des médicaments,
l'autre. Mais c'est pas vraiment ça. Nous, quand on a des cas plus lourds, on les réfère au psychiatre, puis heureusement que le psychiatre est là. Ouais. Parce que... Puis heureusement qu'on est là aussi, dans le sens que lui, quand il a fini sa job, puis que la personne est fonctionnelle, ben il peut venir dans notre bureau, puis on l'accompagne. Est-ce que dès qu'un cas est lourd, par définition, il faut que ça aille par un psychiatre ou un psychologue? Dans le sens que, est-ce que c'est que les psychologues, c'est pour les cas plus légers ou non? Tu vois ce que je veux dire? Un psychologue peut travailler avec les cas lourds aussi. C'est juste son mandat, il s'arrête justement à la médication. Ah, justement, c'est ça que tu voulais dire. Parfait. Mais les psychologues, c'est ça. Dans le fond, on travaille toujours en collaboration, là, souvent dans plusieurs cas. Puis, la plupart des gens n'ont pas besoin de psychiatre là, pour évoluer. Fait que si vous avez des trucs là, que vous vivez, même au hockey, on peut vivre de l'anxiété, du stress, des symptômes, des fois même dépressifs. Ouais. Puis ça peut venir affecter notre estime, mais le psy, il est mieux pour ça, parce qu'on n'est pas obligé de les voir un psychiatre là, pour les voir. Ouais. C'est clair. J'ai vraiment pas rien à rajouter là-dessus. Est-ce que chaque psychologue a comme son psychiatre contact? C'est comme, là, tu te rends compte que, OK, là, on est rendu au point où il faut que je te prescrive la médication. Puis là, toi, t'as comme ton psychiatre que tu réfères tes clients parce que... T'es d'accord avec comment comme un pusher. Non, c'est ça un peu. Ou genre, tu laisses là, puis tu fais trouve-toi un psychiatre, t'es rendu là. Mais si tu travailles à l'hôpital, oui. Okay. Tu t'as ton équipe avec toi, t'es le psychologue et le psychiatre. Mais si tu travailles comme moi en clinique privée, c'est très rare que puis je vais les référer comme à l'urgence ou à l'hôpital. Et là, après ça, ils vont rencontrer le psychiatre. Mais c'est très rare qu'on n'a pas le temps. Ouais, c'est ça. Est-ce que les psychologues ont généralement des psychologues? C'est toujours demandé ça. Est-ce que les psychologues ont eux-mêmes des psychologues, et ça devient une poupée russe là, de toi dire? Ben un psychologue, c'est un être humain, puis il peut bien aller comme il peut moins bien aller, puis ça c'est, on a tous besoin quand on va moins bien de quelqu'un, puis même des fois, c'est ça je dis souvent là, c'est pas juste quand on va moins bien, c'est quand on veut évoluer, on veut avancer, on veut se sentir mieux. Tu peux être très fonctionnel, pas trop avoir de symptômes d'anxiété, tout ça, mais avoir besoin d'un psy juste pour te faire prendre conscience de telle affaire, telle chose, si je file comme ça, c'est parce que mon estime est affectée, comment je peux faire pour me protéger la prochaine fois, puis comment je peux, c'est pas juste les gens qui sont malades ou qui ont des problématiques qui peuvent aller voir des psys, là, juste une petite discussion des fois, une phrase, une compréhension, un mot, ce qu'on fait aujourd'hui, de comprendre c'est quoi qui se passe dans la tête d'un joueur de hockey, c'est super important. Là. Est-ce qu'il y a encore un tabou par rapport à aller voir un psychologue? Oui, puis c'est ça mon rôle un peu là, de démystifier ça, puis de dire, regarde, la plupart des êtres humains vivent du stress. T'en as-tu déjà vécu, David? Moi, non, mais c'est un problème, j'accomplis rien. Oui. Tout le monde vit du stress, puis des fois, il y a de la pression un peu plus, puis il y a des passes où ça va super bien, puis des passes ça va moins bien, puis c'est correct, mais le psy est là juste pour t'accompagner là-dedans, puis comprendre qu'est-ce que tu vis, fait que c'est pas supposé être tabou. En fait, moi, je t'aide à aller mieux. À performer. Dans un milieu comme le hockey où il y a cette espèce de culture de gars tough, puis de se prouver qu'on est plus fort que tout, puis t'as 2 côtes de cassé, c'est pas grave, tu vas jouer demain, puis est-ce que justement dans ce milieu-là, t'as des gens, tu te rends compte qu'il y a des clients qui auraient dû venir te voir avant, ou du monde que tu te dis clairement que t'aurais besoin, mais tu le réalises pas encore? T'as-tu des clients qui te disent comme moi ça fait un bout que j'aurais aimé ça venir, mais je sais pas si tu vois ma question. C'est une très bonne question. En fait, c'est à savoir, la psychologie dans le monde du hockey, c'est tellement machiste, puis assez de monde tough, que c'est quoi la relation des joueurs de hockey par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que la nouvelle génération, par rapport à l'ancienne... Est-ce que c'est dur de casser leur carapace? Exactement. Est-ce que les gens ont tendance à faire ça, ou non, on est encore dans le... Non, on t'endure la douleur, puis ça. C'est quoi la relation? Ça? Ben, je pense qu'il y a une certaine culture aussi où on est tough, tout ça. Puis honnêtement, ça vient souvent des parents. Puis je veux pas voilà. C'est souvent du mais souvent du père là, qui est plus présent. Ah ouais, souvent le père, ouais. Ouais, souvent le père qui est présent puis dit non, ça va bien aller puis tout ça, puis ils peuvent mettre de la pression, puis c'est sûr que si tu vas voir le psy parce que tu sens de la pression de ton père, ben c'est sûr que le psy va parler du père, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que le père est moins porté à référer en psy parce qu'il peut être remis en question dans son approche, donc qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, comment. Fait que c'est sûr qu'ils sont. Mais de plus en plus, la plupart des gens qui voient à la télé des psychologues sportifs aux Olympiques, tout ça, c'est devenu comme un peu plus courant. Mainstream, ouais. Puis honnêtement, les jeunes là,
quand tu vas pas bien, puis ton ego, ton estime est affecté, puis ça va plus, là. Ça va moins bien à l'école, le hockey, ça marche plus. Écoute, là, t'as le goût de trouver une solution, là. Ouais. Fait que c'est là, puis moi, c'est toujours l'individu, la personne qui vit des émotions, puis des choses, il va être motivé par lui-même, là. Puis on force jamais quelqu'un à venir en psychothérapie. Ouais, absolument. Est-ce que tu dénotes une différence entre peut-être des athlètes ou des joueurs de hockey en haut d'un certain âge, l'ancienne génération versus la nouvelle génération? Est-ce que l'ancienne génération est peut-être plus réfractaire à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? Moi, j'ai pas observé parce que j'ai pas rencontré beaucoup de monde plus. Mais aujourd'hui, honnêtement, les parents sont de plus en plus ouverts. Ça, c'est ce que je vois là, par rapport à ce que moi j'avais. Tu sais, mettons, si je prends pas moi en tant que psychologue, mais moi, quand j'étais jeune, la psychologie, on n'en parlait pas. Non, c'est ça. L'estime de soi, on n'en parlait pas. L'approche, les coachs, là, les coachs de hockey, là, c'est souvent des... Tu sais, dans le hockey mineur, là, en tout cas, je sais pas si ça a changé un peu, mais c'est encore des bénévoles. Ouais. Ils sont pas formés en pédagogie, là. Ils sont pas formés à... Tu sais, quand t'as un jeune qui parle pas, puis qui... Qu'est-ce que tu fais avec un jeune qui parle pas dans la chambre de hockey? Ben, à la limite, c'est un jeune de moins à gérer pour eux. Ils sont bénévoles un samedi. On va bien introverti, c'est le fun. Oui, c'est ça. Il va bien. Il ferme sa gueule. Il va sûrement très bien. Mais en plus, c'est dans le sens que je vais pas les blâmer, dans le sens que c'est des gens généralement de bonne foi, des bénévoles. Tu sais, les gens, c'est généralement des parents qui essaient de bien faire. C'est juste, des fois, c'est un rôle qui demande certaines compétences. C'est pas très... On essaie de les former. Un des derniers invités que j'ai reçus, j'ai zéro impliqué là-dedans, mais Hockey Québec, un des derniers invités que j'ai reçus, c'est le directeur de Hockey Québec, puis il essaye là, de faire des formations pour essayer de... Mais c'est un modèle très difficile. Quand tu dis qu'un modèle complet est basé sur des bénévoles, c'est quand même assez particulier. Il n'y a aucune business qui fonctionnerait de même, là, tu sais. Puis ça, c'est au Québec, là, en Suisse, puis aux États-Unis, c'est un modèle de salarié. On te paye, tu as été formé, tu sais. Mais ici, c'est pas possible de faire ça à cette échelle-là. Mais, comme on en a parlé avec le directeur de Hockey Québec, quand on est allé en Suède, on a beaucoup observé comment ils ont réussi à implanter avec des genres de formateurs locaux dans chaque région pour essayer d'être sur le terrain avec le monde, tu sais. Mais parlant de ça, je vais te demander, étant un gars de Rivière-du-Loup, le rapport à la psychologie région versus ville, tu habites maintenant à Montréal. Y a-t-il une différence là aussi? Y a-t-il une différence? Ben, c'est sûr que la plus grosse différence, c'est l'accessibilité, là, parce qu'avoir un psychologue sportif ou spécialisé dans le sport, c'est la première chose. Mais honnêtement, de plus en plus, on travaille via Skype ou on peut faire des rencontres. Puis justement, les sportifs, souvent, quand ils viennent me voir, c'est pas nécessairement qu'ils ont une grosse dépression, tout ça. Ils filent pas bien. Fait que, par Skype, ça peut se faire. Ils n'ont pas nécessairement une maladie ou quoi que ce soit. Fait que pour les accompagner, ça peut se faire par Skype. Ça l'aide dans la région à avoir un service. Même si moi, je suis à Montréal, je peux avoir quelqu'un à Rivière-du-Loup, à Rimouski, au Saguenay, en Abitibi. Puis ça, mais honnêtement, à cette heure, avec Internet, selon moi, là, que tu sois à Rivière-du-Loup, que tu sois à Montréal, tu sais c'est quoi un peu un psychologue sportif ou tu as vu les Olympiques, les informations circulent. Dans le rapport à la psychologie sportive, vous allez demander de l'aide, c'est-tu plus tabou ou moins tabou? Ben moi, je dirais plus qu'il y a une différence entre les milieux, mettons, des écoles, les milieux, justement, d'hockey mineur, où c'est plus bénévole, puis les milieux élites. Les milieux élites, tu sais, midget 3A, puis oui, 2A, sont plus au courant que n'importe où, dans n'importe quelle région. Là. Mais c'est plus là où que je vois la différence, où ils sont ouverts à ça. Parce qu'ils savent que la psycho peut augmenter les performances. Fait qu'ils veulent gagner. Mais c'est majeur. C'est motivé par des raisons de performance. Ouais, c'est ça ce qui est comme aussi un peu dérangeant. C'est comme un cercle vicieux, on s'en tire jamais, gagner, même si... Oui, mais ben, c'est correct aussi, là, je sais pas ce que je veux dire. C'est ça le sport aussi. Oui, c'est ça, mais je veux dire, si c'est un jeune qui va pas bien, les gars pourraient qu'il aille là parce qu'il score moins. Là. Ouais, c'est ça, c'est comme, c'est peut-être aussi sa santé, là, mais ça, tu vois, c'est un des enjeux. C'est pas juste de la performance, mais ça peut aider à la performance. Fait que les gens sont ouverts, mais souvent, des fois, c'est juste pour se sentir bien. Pas juste pour performer. Fait que très important comme comme nuance. Oui, comme nuance. Ouais. Non, c'est ça, on parlait, on s'était recroisés sur un plateau, parce qu'en fait, c'est ça, mais ça, je sais même pas si t'en souviens, mais comme moi, je te connaissais de l'impro, on a joué de l'impro... au collégial. T'avais des lunettes turquoises à l'époque. À l'époque, Et je m'en ennuie un peu, au cégep Bois de Boulogne. Yeah.
dont l'équipe s'appelait La Réplique. La Réplique, c'est ça. Et non, c'est ça. Puis c'était bien avant que ni l'un ni l'autre ne fassent de l'humour. Ouais. Ou sachent faire de l'humour. Puis là, on a eu le plaisir de tourner sur une web-série qui s'intitule... Le Killing. Oui, qui sortira... En janvier 2019. Oui, fait que dépendamment de à quel moment cet épisode-ci sort... Ça va peut-être être sorti. Ça a été déjà sorti sur Nouveau. Nouveau.ca, je pense que c'est ça. Oui, super série quand même. On salue la Corp. Oui, Alec Pronovo et tous les gens qui ont travaillé sur cette super série. Jean-Michel, on te revient dans pas longtemps. Et non, c'est ça, c'était cool. Puis en fait, c'est ça. Moi, j'ai rencontré, justement, comme je disais tantôt, Louis Carrière, qui est sur le plateau. Puis, tu sais, évidemment, comme n'importe qui tripe de hockey, une fois que tu commences à jaser de hockey, c'est un puissant fond, jusqu'à la mort. Mais Louis, qui a joué en France, en tout cas, on se mettait à jaser plein d'affaires. Puis toi, tu nous voyais faire des hockey, tu disais, moi, ok, cool. Moi, j'étais ok, dans le fond, tu sais, c'est un gars d'impro, là, genre, il relate zéro, fait que, il joue pas à la discussion, mais comme un autre jour plus tard, complètement random sur le tournage, j'étais comme, t'es toujours arrivé comme, moi, les gars aussi, j'ai joué au hockey. Comme un vieux sage qui rentre dans le tien. Vous savez, les jeunes, attends, je vais juste me lighter une top. Avec ton verre de scotch. Ouais. Puis c'était vraiment intéressant parce que là, je comprenais pourquoi tu étais venu me demander si j'avais fait un épisode sur les parents plutôt intense. Puis en fait, c'est drôle parce que ça m'a fait réaliser c'est tough de faire un épisode sur des parents intenses parce que c'est tough d'aller voir des parents qui sont fous et dire venez, on va parler de ça, vous êtes fous. Ouais. Parce que je sais pas s'ils savent. Je pense pas qu'ils savent. Ah, honnêtement, je pense qu'ils l'apprennent malgré eux en voyant les répercussions, selon moi. Mais... Ce qu'on leur dit. Puis, dans le fond, ça, tu t'es mis à nous parler un peu de ton expérience de hockey mineur. Parce que, tu sais, on a tous joué au hockey, puis on a tous fait du sport à un degré ou à un autre. Puis, je pense que c'est une partie un peu inévitable là, du sport mineur. Les parents, évidemment. Puis, il y a là-dedans des personnages qui se démarquent pour certaines raisons et d'autres. Mais il y a tout le temps des parents qui font « Ah oui, il était vraiment intense, ce parent-là. » Puis, c'est toujours fasciné. Puis, dans ton cas, t'es arrivé, t'as fait « Ah, ce parent-là. » Exact, c'est mon père. Exact. C'est souvent ça, le monde, quand on parle de hockey mineur ou de situations intenses, on dit « Ah ouais, moi, il y avait un père dans mon équipe qui... et moi, je peux souvent faire comme « Ah, tu jouais-tu dans mon équipe? Est-ce que tu parles de mon père? » Mais oui, tu sais, les parents veulent inscrire leurs enfants, je pense, dans des sports, voir comme leur champ d'intérêt. Moi, honnêtement, à 4-5 ans, j'écoutais, quand je me faisais garder par ma grand-mère, le patineur artistique. Mm-hmm. J'ai trippé sur Elvis Stoïko, je sais pas si vous vous rappelez de ce patineur. Oui, les backflips. Exact, frisé qui fait des backflips, qui part d'un bord de la glace, qui fait des jeux de pied jusqu'à l'autre côté. Il y avait un beau saut de mémoire. Ouais, ben, toujours des tous ces sauts étaient incroyables. Puis moi, c'est ça, je voulais faire ça. Okay. Du patineur artistique, puis ben mon père a dit tu veux patiner, c'est ça que tu veux faire, fait qu'on va t'amener jouer au hockey. C'est pas ça que j'ai dit. Okay. C'est ça, exact. Mais tu sais, je revenais de ma pratique de hockey, puis dans ma chambre après, je jouais pas au mini-hockey, je faisais des vrilles sur mon matelas, tu sais. Okay. Mais bon, je me lance-tu là-dedans? Comme tu le fais, honnêtement, c'est ça. Mais honnêtement, c'est ça. Moi, dans le fond, mes parents se sont séparés, j'avais 6 ans. Ça faisait peut-être 1 an que je jouais au hockey, puis moi, dans le fond, la relation que j'avais avec mon père, c'était... de plus, mettons que ma sœur, c'était, il venait me chercher pour aller aux pratiques, on parlait de hockey, il m'amenait au game, c'était comme notre affaire, dans le fond, là, tu sais. Puis, moi, dans le fond, c'était la façon que j'avais une approbation de mon père. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, disons, le hockey, puis que ça a toffé jusqu'à temps que je sois plus capable. Alors, j'ai 13-14 ans. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passait exactement? T'sais, comment ça se passait à l'aréna avec ton père précisément? Là, genre des... Ben déjà, juste mettre la poche de hockey dans la valise, s'asseoir en avant. Là, tu sais, t'es habillé pour aller au hockey. Puis là, ben c'est le speech jusqu'à l'aréna. De comme, là, c'est ça qui... Tu sais, oublie pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça. Après ça, c'est je rentre dans la chambre. Comme par rapport à la game. Par rapport à la game qui s'en vient. Technique, là. Que j'avais 7, 8, 9, 10 ans. J'avais un briefing avant la game. T'avais des conseils? J'avais des conseils, j'avais des directives. Dernière game, tu te rappelles, t'as manqué une shot. Regarde où tu lances. Tu sais, des affaires bien précises. Après ça, bon, arrivé à l'aréna, moi, j'étais pas le préféré de l'équipe parce que j'avais un père intense. Fait que je rentrais dans la chambre, je faisais mes petites affaires. Comment tu le sentais, ça? Cette affaire-là? Ben, c'est venu graduel, tu sais, des chums de gars qui
qui te parlent de moins en moins parce que bon, à chaque game, toi tu sors de la chambre puis ton père te prend de côté puis il te parle puis tu sais t'es jamais dans l'espèce de vibe d'équipe, de plaisir ou de on a perdu, c'est plate parce que tu sais je me faisais tout le temps prendre à part. Mettons on avait 7-8 ans, les coachs disaient plus de parents dans les chambres parce qu'il faut apprendre à attacher nos patins, tu sais, il y a cette étape-là. Et ben moi, j'étais le gars que son père rentrait dans la chambre, m'attachait mes patins, le coach avait rien à dire. Fait que c'était comme juste ça aussi, tu sais, face aux autres joueurs de l'équipe. Parce que ton père il disait non, moi Non, moi mon gars, pour qu'il soit bon, faut qu'il y ait des patins bien attachés. On t'offrira pas une saison avec qui patine sa bottine. Je vais y attacher les patins puis ça va être ça. Tu sais, je paye pour que mon gars joue au hockey. Fait que juste ça aussi, tu sais, les autres gars dans la chambre sont comme OK, mais pourquoi lui se fait attacher, tu sais. Puis tu deviens comme un jeune ado, puis là ton père vient encore attacher tes patins. Fait que c'est comme tout ça, je te dirais aussi, qui faisait que je le sentais que dans l'équipe, il y avait une espèce de dynamique weird entre moi et les autres joueurs. Puis c'était aussi, tu sais, au hockey mineur, souvent entre la 2 puis la 3, tu vas dans la chambre, ils font la glace dans les tournois, ces affaires-là. Puis moi, mon père venait dans la chambre me dire des affaires ou donner de la merde au coach ou dire son point de vue à l'équipe, alors qu'il n'a jamais été bénévole, comme on disait. Fait que même là, les coachs avaient une relation quand même spéciale avec moi. Ils savaient que j'étais coincé là-dedans, mais en même temps, ça les fait chier. Fait, ils ont-tu voulu me prendre dans leur équipe, tu sais, tout ça. Toi, t'es pas responsable de ça. Étant un petit gars, zéro responsable. Puis moi, mon père, c'était un violent au hockey. C'est le même qui a fait sa place dans le hockey. C'est le gars qui est game de dropper des gangs, qui est game de faire des coups salauds. Fait que mon père, des fois, m'obligeait. Tu sais, je me faisais enfarger par un gars. Ben là, il me faisait des signes de ce gars-là. Tu t'en vas le pogner. Puis au parc, il m'avait montré des trucs, vu que j'étais plus petit, comment faire tomber des gros gars. Puis là, ben moi, j'avais pas le choix, pour faire plaisir à mon père, d'aller faire un coup chien sur la glace. Après ça, je pognais une pénalité. Là, ton équipe est comme, dude, pourquoi tu fais ça? Là, ton coach est fâché. Là, il te fait bencher. Là, ton père crie à ton coach de l'autre bord de la glace. Fait que c'était comme, je pense, dans toutes les équipes où j'ai été, pour les autres joueurs, c'était comme, cette année, Jérémy, t'es avec nous autres, on va vivre du drama. Dans notre jeu de fin de semaine, tu sais. Fait que, parce que si, tu voyais clairement ton père dans les estrades te faire des signes de lui, tu vas le pogner. Puis on avait nos signes, là, tu sais, puis tu peux pas regarder dans les estrades. Ben, l'affaire, c'est que, tu sais, étant petit gars, un moment donné, tu fais comme, non, là, ça fait 3 games que mes amis sont fâchés, que je pogne des pénalités, qu'il y a de la chicane. Je vais essayer de l'ignorer. Mais comme toute aréna de hockey mineur de ville, il y a un accès au banc, il y a un... Fait que, tu sais, c'est déjà arrivé que je fasse comme à ma tête, si on veut, tu sais, que je fasse comme, non, gars, ce game-là, ça me tente pas. Et avoir une visite en arrière du banc de mon père qui me pogne par le fond de culotte, qui m'amène dans la chambre puis qui me dit « Hey, quand je te parle, tu me regardes puis tu fais ce que je te dis. Tu veux-tu continuer à jouer au hockey? Tu veux-tu aller plus loin? C'est de même, puis écoute-moi, puis c'est pas le bénévole qui va te dire comment avancer là. » Fait que c'était un « j'ai pas le choix de toute façon ». Puis fait que c'est ça. T'es comme pris entre... parce que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, il y a une anecdote où je pense que ça brassait sur la glace. T'avais ton père qui te faisait un signe de... tu sautes dans la mêlée. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est une de mes dernières games de mineurs, parce qu'après ça, j'ai été suspendu, puis la saison a fini. Puis c'était 2 montagnes contre 2 montagnes, les anglophones contre les francophones. Puis... c'est les 5 joueurs sur la glace. C'est toujours des grosses rivalités franco-anglo. Two mountain contre 2 montagnes. Puis tu vois, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que on était en fin de game. Ça a brassé un peu toute la game. Puis là, les 5 joueurs sur la glace commencent à chamailler, à se battre. Bon, hockey mineur style, là, on a encore nos gants, puis on a nos casses avec des grilles. Et mon père des estrades me fait clairement un signe de « Ah ouais, vas-y ». Va montrer que tu es un gars tu peux pas laisser ton équipe se battre sans embarquer là-dedans. Et je suis embarqué sur la glace et c'est là que les 2 bancs se sont vidés. Moi, j'ai eu comme je pense 2 ou 3 matchs de plus que les autres gars de suspension parce que je suis celui qui est sorti du banc en premier. Puis tu sais, je suis celui qui est allé se battre 20.2 secondes, j'ai perdu une vitre de lunettes, je suis sorti de la glace. Puis ça aussi, d'ailleurs, j'ai eu l'air d'un pissou, là, fait que je me suis fait dire, mais... Ma lunette. Mais moi, c'est ça, je voyais plus rien, fait que c'est pour ça que je suis parti. Mais, d'ailleurs, comment ça a fini avec la lunette? Ça a fini qu'on m'a dit, va dans la chambre, on va aller chercher ta lunette, ta vitre, après mais qu'on ait sorti tout le monde, puis par le temps que
tout ça se calme. La Zamboni était passée. Fait que on n'est pas allé chercher dans le petit tas de neige dans le parking. Puis, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu vois ton père qui te fait signe d'aller sur la glace, c'est pas, ça te tente pas d'y aller, puis ton coach te dit... Ben, le coach, tous les gars, on était comme, de toute façon, debout à regarder qu'est-ce qui se passe, puis il tirait les chandails des gars, puis il disait, j'en veux pas un qui je veux vous voir assis sur le banc, puis calmez-vous, puis ça, tu sais, c'est veux pas des adultes qui voient des petits gars de 13 ans se taper sa gueule pour un jeu, là, fait que eux autres, ils voulaient pas que ça dégénère. Mais toi, tu sais, même si tu sais que ça n'a pas de bon sens d'y aller, puis tu sais que tu vas pas y aller, tu sais que si tu vas pas, qu'est-ce qui va arriver? Ben moi, honnêtement, j'aime mieux recevoir une tasse à gueule par un petit gars de 12 ans sur une glace, puis qu'après ça, dans le char, mon père me dise, gars, t'as fait ce qu'il fallait, c'est ça, c'est un sport d'équipe, que rester sur le banc, me faire crier après de l'autre bord, de la glace, puis une fois rendu dans le char, là, manger une vraie volée, tu sais. C'est ça qui... Mais physiquement, ouais. Tu avais des volées physiques? Ouais. Genre, si tu t'avais pas fait, ce qui était supposé? Ben, j'ai raconté cette anecdote-là, je pense, sur le plateau. Je te le raconte. Il y a une game où, tu sais, c'est égalité, il reste 30 secondes au match. Là, tu sais, comme tout hockey mineur, là, ça bourdonne autour du filet. Tout le monde tombe un peu à gauche, à droite. C'est un peu la pagaille. Puis là, moi, j'ai la rondelle sur ma palette. J'ai un filet désert. J'arrivais pour tirer, puis la puck, j'ai pas levé la rondelle, fait que le bâton à plat du goaler a stoppé mon shot, puis il a pu la geler. Après cette game-là, mon père était en silence dans le char, c'était tendu, je le savais il se passait de quoi. On est arrêté à la patinoire extérieure en face de la maison. Et là, j'avais des petits souliers propres, petits pantalons propres, petits blazer là, d'équipe, pas de tuque. Puis on est allé sur la glace, puis il m'a dit, on rentre pas tant que t'as pas 50 shots qui, d'ici à la bande, touchent pas à la glace. Puis j'ai eu des cloches sur les oreilles, j'ai eu des coups de bâton derrière du tibia, parce que là, ça faisait 22 shots que j'avais. Je le ratais, un petit coup de bâton, let's go, t'es un homme. Fait que ouais, moi j'ai physiquement... C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, les 12 amis que j'ai dans la chambre ont plus de poids, là, parce que moi, rendu dans le char, après, c'est la pagaille si je fais pas ce qu'on m'a dit de faire, tu sais. Est-ce que tu le sais à ce moment-là que c'est pas normal? Tu le sais-tu que c'est pas normal? Je sais que c'est pas normal. En même temps, je suis un petit gars de 12 ans qui voit son père une fin de semaine par mois ou presque. Plus mes extras, c'est ces moments-là de hockey. Puis c'est pour ça que j'ai joué aussi longtemps. Le hockey, j'aimais ça, mais en même temps, j'haïssais ça. C'est ça. Mais, fait quoi, c'est... Puis ta mère, elle, tu sais, là-dedans, tout ça, tu sais, même si tes parents étaient pas ensemble, par rapport à ce qui se passe de ce côté-là, comment... Moi, j'ai vraiment toujours gardé le silence. Pour pas non plus... Moi, bon, ma vie familiale étant ce qu'elle était, ma mère vivait ses affaires de son bord. Fait que j'avais comme pas le goût de l'embarquer là-dedans. Puis aussi, je sais pas, j'avais pas le goût non plus que ma mère m'enlève ces moments-là avec mon père, parce que la game où je faisais un but, une passe, là, j'étais un héros, j'avais une crème glacée après, là, puis c'était cool, là, tu sais. Comment ça a teinté ta relation avec le hockey, tu sais, comme tu disais, c'était le fun, c'était pas le fun, mais ta relation avec le hockey aujourd'hui, tu sais, ça a fait que, bon, moi, à 13 ans, j'ai dit à ma mère, OK, je suis tanné de jouer au hockey, je veux faire du ski. Puis après l'épisode justement de la bataille générale, etc., ma mère était vraiment d'accord avec ça. Elle trouvait à niveau que c'était du trouble. Mon père m'amenait de moins en moins aux pratiques aussi parce qu'il voyait bien que je ferais pas la Ligue nationale. Ça commençait à le désintéresser. Puis là, ça fait que moi, rendu à l'âge adulte, j'ai des amis qui font « Ah, tu jouais au hockey quand t'étais jeune? Ça te tente-tu de jouer? » Ça fait que j'ai joué dans des ligues de garage. Puis j'ai joué des fois à une ligue qui s'appelait la Ligue des Justes avec que des amis d'impro puis qui commençaient à jouer au hockey. Puis j'avais du fun dans cette ligue-là jusqu'à temps que les gars commencent à être un peu meilleurs puis que là, ils commencent à avoir des frustrations. Puis là, ils voyaient des... Tu sais, ah, t'es chien ou tu fais telle affaire. Ou là, moi, je me faisais enfarger. Puis là, naturellement, ça me ramenait des frustrations. Puis là, j'ai fait Chris, non. Puis après ça, j'ai joué dans une autre ligue de garage avec un collègue de construction. Là, le niveau était très élevé. J'étais capable de suivre la game, mais j'étais pas capable parce que j'étais trop nerveux. Ça fait que des fois, je dis ah non, à ce soir, je peux pas, j'ai un souper alors que j'ai rien pantoute. Mais à l'intérieur, je me sentais pas assez fort d'y aller cette journée-là. Ça fait qu'on joue au COSUM, j'ai full de plaisir jusqu'à temps qu'un moment donné, je vois quelque chose d'injuste ou puis là, moi, ça peut me faire péter une coche, là, tu sais, puis j'haïs ça, me sentir de même. Fait que ma relation avec le hockey, c'est ça, c'est OK, on est une gang de chums, on va aller jouer au parc, parfait, on y va. On va jouer au parc, mais
j'ai vraiment de la misère à mettre un stock de hockey. Et pourtant, je l'ai encore, tu sais. Je m'en défais pas parce que c'est un sport que j'aime. Je suis bon, j'ai compris le jeu. Mais je suis pas capable de m'impliquer dans une ligue parce que c'est trop prenant. C'est comme si ça te ramène un genre de mémoire émotionnelle? Ah, carrément. C'est un peu... c'est con, ça se compare pas, mais tu sais, les gars qui reviennent de la guerre, puis là, dans la rue, il y a un boom, et là, ils sursautent en panique, puis ils revivent des émotions sans trop savoir pourquoi. Moi, c'est un peu ça, tu sais. C'est post-traumatique, là, dans le sens que t'as eu un traumatisme relié au hockey qui fait que là, ça trigger des affaires. Carrément, ouais. Comme si tu revivais un peu cet événement-là, émotionnellement. Ouais. Tu sais, Jean-Michel, t'es spécialisé dans la relation avec les athlètes, les parents, tout ça. Pourquoi des adultes, tu sais, dans le sport, pourquoi des adultes agissent comme ça? Ben, je commenterai pas par rapport à ton histoire, là, parce que c'est pas mon mais c'est... En général. En général, là, c'est qu'eux autres aussi, ça se peut qu'ils aient vécu des choses semblables. Soit par leurs propres parents ou des coachs. Puis des fois, ben c'est dans leur personnalité aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont des comportements plus violents. Il y a des gens qui ont des comportements plus directifs. Il y a des gens qui sont plus contrôlants. Puis un des mots, là, qui est vraiment important, c'est le sentiment d'être contrôlé. Donc, il y a des adultes qui font des comportements de contrôle. Fais ci, fais ça, j'ai un conseil à te donner. Hey, back, faut que tu back, là. Back, c'est important de backer. Non. Pour vrai. Faut que je back. Je le savais pas. T'sais, mais en tant que parent, vous n'êtes pas obligé de donner des conseils tout le temps. C'est pas ça que le jeune a besoin. Souvent, votre conseil, il le sait déjà. Fait que les personnes qui peuvent donner des conseils, c'est quelqu'un, justement, en qui tu as confiance. Puis c'est peut-être ton coach, c'est peut-être un gars dans ton équipe en qui tu as confiance, mais un conseil, là, avant de recevoir un conseil de quelqu'un, faut que tu sois disponible. Puis à force de se faire dire quoi faire, on devient comme quasi imperméable au conseil. Puis c'est un peu ce qui arrive, tu sais, même les parents, des fois, plus autoritaires, ils prennent pas de conseils de personne, mais ils donnent des conseils à tout le monde. À tout le monde. Mais c'est pas bon. Les personnes se sentent contrôlées. Puis le sentiment d'être contrôlé ou surveillé ou comme si quelqu'un avait une emprise sur nous, c'est très toxique pour la motivation humaine, pour un être humain. Surtout que le hockey mineur, si je me trompe pas, le but principal reste le plaisir. S'amuser, c'est ça. C'est vraiment des enfants qui vont jouer. Tu vois, je bande sur ce que tu dis. Mon père, moi, s'en est toujours vanté que lui, à 17 ans, il s'est fait bannir du hockey mineur parce qu'il est allé dans les estrades se battre avec un partisan, tu sais, un père d'une autre équipe. Mon grand-père a toujours été un violent aussi par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, je comprends l'espèce de lignée, mettons, mais on dirait que moi, mon gars, quand il va me dire « Hey, papa, j'ai le goût de jouer au hockey », on dirait que j'ai eu l'exemple de ce que j'ai pas le goût qu'ils vivent, tu sais. Fait que j'ai de la misère des fois, comme quand on me dit « Les abuseurs deviennent des abusés », j'ai vraiment de la misère avec ça parce que j'en suis un abusé qui, à la limite, s'est juste fait montrer exactement... Les abusés deviennent abuseurs, c'est ça? Ouais, exact. J'ai dit... Ouais, ça, les abuseurs deviennent des abuseurs. Non, mais ouais, c'est ça, exact. Les abusés deviennent des abuseurs. Puis on dirait que j'ai de la misère avec ça parce que moi, on dirait qu'on m'a montré exactement quoi ne pas faire. Qu'il faut pas faire, c'est ça. Fait que j'ai comme... Mais il y a des gens qui réagissent différemment là, face à ça. Il y en a qui veulent pas reproduire le pattern familial. Tu as des gens qui reproduisent inconsciemment un pattern familial, puis il y en a d'autres qui ils le font pas, ils font l'inverse, puis ils essayent de... Puis ça dépend des gens, puis c'est l'introspection qui fait ça. C'est tes questions que tu te poses à toi-même. Puis une des personnes qui peut t'aider pour ça, c'est un psy, justement. C'est comment te poser tes propres questions. C'est ça. Non, c'est vraiment ça. Ou un Jacques Dignier. Oui, c'est ça. Le psychologue, il t'aide à te poser des questions sur toi-même. C'est son rôle. Pas, le psychologue, il est pas là pour te dire fais ci, fais ça. Puis s'il est là, justement, pour... Ouais, quand je réagis comme ça, pourquoi je réagis comme ça? Tu sais, tantôt, tu as parlé injustice. Tu sais, injustice, c'est pas par hasard. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est comme... Fort, là, c'est un sentiment fort. Fait que là, tu sais, je parle pas de toi, là, mais tu sais, souvent, mettons, si le jeune dit injustice, je sens que c'est injuste, ben on va plus loin là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? D'où que ça vient? Pourquoi tu te sens comme ça? Quelque chose de viscéral là, quand tu dis ce mot-là. Injustice, c'est quand même intense. Là, quand on parlait justement des patterns qui se répètent, c'est sûr, j'imagine que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé. Justement, toi, est-ce que
si ton enfant veut jouer au hockey, comment t'abordes ça? C'est quelque chose que... Si c'est... En fait, mon motto, un peu, c'est « Qu'est-ce que t'as envie de faire comme jeu? Voici tous les jeux et les sports disponibles. Si tu choisis le hockey, allons-y. Puis ça va être à ton rythme. » Tu sais, je trouve ça complètement cinglé, surtout en bas âge, de dire « OK, tu veux jouer au hockey? Ben là, on va se rendre... on va y aller à 100%. Moi, mon gars, s'il me dit, cette année, je veux jouer au hockey, on joue au hockey. Hey, l'année prochaine, il a pas aimé ça, je veux jouer au curling. Ben, on vend le stock de hockey, il y en a pas de problème. C'est pas un investissement, tu sais. Moi, j'ai toujours eu l'impression avec mon père que c'était un investissement, que le fait que Crime a poussé de croissance, ça n'avait pas suivi ses ambitions, ça l'a fait chier, parce qu'il a mis tant d'argent. Puis, tu sais, moi, je lui ai pas demandé les meilleurs gants, mais dans sa tête, ça allait m'aider à avoir les meilleurs gants. Puis c'était dans ses arguments, des fois, de Chris, tu peux pas te plaindre que t'as de la misère à bouger tes poignets dans tes gants. T'as les meilleurs gants. J'ai payé pour ça. Tu sais, fait que c'est comme, moi, mon gars, s'il veut jouer au hockey, on va jouer au hockey, man, on va s'amuser. Puis je vais l'amener aux pratiques. Puis à la limite, j'aimerais ça que mon gars soit le moins bon de l'équipe, mais que tous ses chums aiment quand même ça qu'il soit dans l'équipe. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, moi, j'ai une année où mon père m'a déménagé à Laval parce qu'il pensait qu'à Laval, j'aurais plus de chances de faire le 2 lettres. J'ai été coupé jusque dans le B alors que j'avais jamais joué dans le B. Et là, dans le B, j'étais capitaine. Je faisais des hat-tricks. C'était nice, mais il était content, mais j'étais dans le B. Tu comprends? Fait que là, la game où je faisais juste un but cette année-là, c'était aussi pire que quand j'en faisais pas pendant 2 games dans le A. Ou dans Tu sais, c'est... Alors que moi, je joue dans le C, mais à la fin, à ta fête, on peut inviter ton équipe de hockey, tu sais. C'est pas gênant. Tu comprends? Il y a ça aussi, je trouve. Le plaisir, là. Exact. Puis... Est-ce que... vas-y. Ben, c'est pour ça que, tu sais, tu veux faire du patinage artistique, non, on va t'acheter un kit puis des patins, là, tu sais, avec des C'est qui Elvis Stoico? Viens ici avec mon chum. Viens on va te montrer des vidéos. Ça, c'est un VHS. Touche pas. Est-ce que je t'ai demandé? Mais non, ça, j'allais dire, est-ce que t'as peur que c'est un comportement, si ton gars joue au hockey, qui refasse surface malgré toi, ou non? T'es trop conscient? C'est sûr que non. Ouais, c'est ça. C'est sûr que non. Puis, à la limite, moi, ce qui me fâcherait, c'est que l'attitude de compétition puis de frustration vienne de mon enfant. Lui, il sort de la game puis qu'il pitche son bâton puis qu'il fasse comme Chris, il aurait dû me faire une passe ou j'ai-tu le droit de sacrer? Oui, c'est un podcast. Yeah. Ben, tu sais, c'est ça me fâcherait, tu sais. Mais peut-être que tu serais le mieux outillé pour y dire. À la limite, c'est ça. Hey, on va faire autre chose si ça te fâche, là, parce que c'est pas ça le but dans ma tête, tu sais. Exactement. Puis c'est surtout qu'il y a d'autres adultes qui peuvent jouer ce rôle-là aussi. C'est pas obligé d'être le parent, là. Tu sais, hey, ce que t'as fait comme comportement, ça peut être le coach, l'assistant coach. Tu sais, fait que puis c'est pour ça que c'est important que les coachs soient formés à ces choses-là. Ouais. T'as eu un coach aussi qui a fait preuve un peu de... d'intelligence, là, ou en tout cas qui a visiblement été un adulte. Oui. Je pense que c'était par rapport à un camp 2 lettres. Ouais. J'étais dans le camp pour le Bantam 2C. C'est celle-là que... Ouais, exact. Puis bon, pour passer aux 2 lettres au Bantam, il faut faire 5 heures de pratique de mise en échec. Recevoir et donner des mises en échec. Je sais pas si c'est encore une norme ou... ça a changé. C'est ça qu'on nous a dit, là, c'est pendant le camp, il va y avoir 5 heures de pratique de donner des contacts, recevoir des contacts. Puis là, il y a je pense que c'est la 3e journée du camp. Il y a déjà eu des coupures. Moi, le coach m'avait rencontré en disant, on te coupe pas, on trouve que t'es un bon petit défenseur rapide. Ça, tu sais, t'offres le camp. On sait que t'es moins gros que les autres. Là, on rentre dans le contact, tout ça. T'offres ça, puis t'es dans l'équipe, tu sais. Puis les gars de l'équipe, on lui vendait ça, les anciens. Puis j'étais, tu sais, comme je vous disais tantôt, je suis pas le préféré dans le hockey à 2 montagnes. Puis je prenais sûrement la place d'un ami. Fait que les gars tripaient pas sur ça. Alors, dans un des ateliers, c'était, tu sors dans l'air du filet avec la rondelle, tu reçois un contact, tu gardes la rondelle, tu reçois un deuxième contact, puis là, tu sors de la zone, tu fais une passe. Puis c'est ça l'exercice. Fait que le coach dit, c'est beau, tout le monde a compris, parfait. Là, quand c'est rendu à mon tour d'aller derrière le filet, je prends la rondelle et je vois les 2 gros gars qui étaient dans l'équipe l'année passée, qui s'en viennent à toute vitesse, avec le 6 pouces qui dépasse du gant, m'ont ramassé, j'ai levé dans les airs, je suis tombé à terre, je me suis cassé 2 côtes. Aïe. Et là, moi, je suis allé au banc, man. J'ai le goût de pleurer. Je suis là, j'ai mal. Mon père m'a fait signe dans les estrades. Qu'est-ce que tu fais? C'est un camp de sélection, on retourne sur la glace. J'ai fini la pratique. Et là, le coach rencontre les joueurs pour leur dire si ils viennent à la prochaine pratique ou s'ils sont coupés. Et moi, je suis rentré dans ce bureau-là, j'ai dit, please, coupe-moi.
Je veux pas jouer contact, c'est trop de pression, ça me fait peur. Avec mon père dans les estrades, je veux pas faire du 2 litres. Déjà dans l'âge, j'ai trop de pression, je veux pas. Puis là, j'ai dit, mais s'il te plaît, dis-le pas à mon père, que, coupe-moi, fais juste me couper, dis pas à mon père que c'est moi qui te demande de me couper. Puis là, le monsieur qui clairement connaît la réputation de mon père, il a eu le déclic parfait de cool, t'es coupé, y'a pas de stress, va ramasser tes affaires, puis on en reparle. Et là, moi, je sors de là, mon père comme pipi, comment ça se passe, tu joues à la prochaine pratique, j'ai dit non, j'ai été coupé. Ben, mon père est rentré dans le corridor des chambres, est allé voir le coach pendant que le coach faisait encore ses coupures, ses affaires. Il est allé donner de la merde, comme quoi c'était un imbécile qui comprenait pas le hockey, qu'est-ce qu'il fait à coacher, etc. Et ce monsieur-là, jamais dit, hey, c'est ton gars qui veut se faire couper, t'sais. Il a tenu son bout de, ben, c'est comme ça, puis calme-toi, puis aie donc du fun avec ton fils dans le A au lieu de faire des scènes comme ça, tu sais, puis à la limite, thanks à ce monsieur-là, parce que s'il avait dit « Hey, c'est une malade, c'est à cause de toi que ton gars veut pas faire l'équipe », ça aurait juste été pire pour moi, tu sais, rendu dans le char, là, tu sais. Tandis que là, au moins, ça passait pour « T'inquiète pas, c'est des estis de cave, l'année prochaine, tu vas le faire, tu sais. » Mais ce gars-là, il avait un potentiel, tu sais, ce coach-là, il était empathique, il te comprenait. Ouais, clairement. Ouais. Fait que puis quand t'es empathique puis tu comprends ce que le jeune vit, ben tu fais des comportements qui est pour lui, tu sais. Exact. C'est un bon skill à avoir. C'était un des bons coachs. Important. Je sais pas, est-ce qu'il y a une manière, tu sais, parce que comme je te dis, c'est un peu inévitable, on en a croisé, on va tous en croiser dans notre vie. Comment, je sais pas, c'est une question large, peut-être trop large, mais comment on fait pour gérer ça? Un parent qui est peut-être trop intense, que ce soit d'un point de vue d'un autre parent qui est un jeune dans l'équipe, ou d'un point de vue de coach dans le mineur, comment tu gérerais ça? Un parent qui visiblement is out of his mind. Ben, moi, je pense que les adultes ont quand même un gros rôle à jouer. Là. Ouais. Si tu es un adulte, tu parlais du coach tantôt, qui est sûr de lui, qui est capable de s'exprimer puis de garder son point puis de dire c'est quoi les valeurs de l'équipe. Les valeurs de l'équipe, c'est le respect, c'est on détruit pas le psychologique de la personne, on protège l'estime de soi des gens. Si ça, c'est tes valeurs en tant qu'équipe, ben tes comportements vont être en lien avec ça. Puis, les valeurs de l'équipe au début, là, c'est quand même important. Faut juste pas que ça reste, souvent des fois, respect. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi le respect? Ça veut dire quoi l'autonomie aussi? Respecter l'autonomie, respecter l'ego de la personne. Puis ça, c'est des valeurs qu'on devrait... Première rencontre là, avec les coachs, les parents, là, ça devrait être mis sur la table. Mm-hmm. Le parent qui part des estrades puis qui descend, on n'en veut pas. Tu sais, des comportements concrets. Tolérance zéro. Puis je pense sur ce que tu dis, mettons, par rapport à mon expérience. Il y a une réunion de parents avec le coach. Mon père se pointe pas. Dans les estrades, toute la gang de parents de notre équipe sont là. Toute la gang de parents de l'autre équipe sont là. Moi, mon père est tout seul dans un coin, tu sais. Mm-hmm. Quand les joueurs sortent de la chambre après la game, moi, mon père est dehors en train de fumer sa clope. Je m'en vais le rejoindre, on rentre dans le char. Il parle pas aux autres parents. Les autres parents veulent pas non plus lui parler. Mm-hmm. Fait que, tu sais, toutes ces belles mesures-là, mettons, cette rencontre-là qui serait, selon moi, nécessaire, essentielle, puis qui part d'un bon fond, on dirait que, en tout cas, de mon expérience, le poison viendra pas, parce qu'il s'en calisse de ce que tous les autres parents pensent, puis de ce que le bénévole pense, parce que dans sa tête, il serait meilleur coach, il le fait juste pas parce qu'il a pas le temps, puis ça ne tente pas, mais c'est tous des cons qui connaissent pas ça comme lui, il connaît ça, tu sais. Fait que, à la limite, je me dis, il y en avait sûrement une rencontre de parents au début de chaque année, tu sais, puis il est pas allé parce qu'il s'en contrebalance, puis à la limite, ça a fait plaisir à tous les autres parents qui se pointent pas, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est compliqué, hein. C'est l'aspect réaliste là, de ça. C'est ça. C'est pas facile à gérer parce que puis aussi, je pense aussi, c'est un truc qui tu as partagé beaucoup d'articles à ce sujet-là. Le rôle aussi d'un coach auprès des jeunes est comme super important. Je pense que les études sont sorties, puis dans les adultes les plus respectés par un jeune, le coach passait devant les profs et les parents.
C'est bien ça. Ben, c'est que... moi, j'ai pas vu cette étude-là, mais c'est que les coachs ont un impact quand même important. Oublie pas, si t'es un joueur de hockey puis ton coach a déjà joué midget 3A, joué majeur, puis souvent, des fois, ils peuvent être plus jeunes, tu sais. Fait que, tu sais, le jeune se reconnaît dans le coach, fait que son opinion, comment il agit, a un impact majeur sur ta personne, tu sais. Puis, oublie pas, si c'est important pour toi, le hockey, ton coach a de l'importance aussi, parce que c'est lui qui va déterminer si... t'es bon, tu vas te sentir bon ou tu vas te sentir moins bon. Fait que, oui, ça a beaucoup d'impact, mais c'est justement eux qui voudraient cibler le plus dans les interventions. Beaucoup aider les coachs à comment parler aux parents, parce qu'ils ont un rôle important à jouer là, dans la société. Là. Puis c'est pas un rôle facile, je pense, justement, parce que t'as une quinzaine de petits gars qui te regardent avec des yeux, tu sais, de comme... Ils t'idolâtrent en quelque part, là, comme tu dis, tu sais, des look up to you. Cool, tu sais, après ça, toi, mettons, qui est bénévole, qui fait ça clairement pour les jeunes, c'est un gros mandat après ça que je te dompe un parent agressif entre les mains, tu sais, ça doit être... Puis les coachs, souvent, ce qu'ils me disent, tu sais, moi, ce qui est dur à gérer, c'est pas les jeunes, c'est pas les kids. C'est les parents. C'est pas supposé être parce que les kids sont là pour avoir du fun. Ça, c'est à la limite, ça, c'est la gestion des parents qui devrait être aussi une grosse partie de la formation. Tout à fait. Tu as parlé aussi par rapport, parce qu'on parlait justement des coachs mineurs, puis il y a aussi des coachs un peu intenses, des fois, qui sont là pour les mauvaises raisons, et qui sont là pour eux, et non pas pour les jeunes. Justement, c'est ceux qui sont là pour gagner. Et il y a le fameux classique aussi de il est coach juste pour que son gars joue dans le 2 lettres, là, tu sais. Ouais, c'est ça. et stratégique. Souvent, on dirait que les parents, que leur fils était dans l'équipe, ben, c'est vraiment le cas. C'était comme deux extrêmes. Soit que leur fils, mettons, il l'adorait puis il essayait de le mettre en valeur, ou l'inverse, il était tellement plus tough avec leur fils qu'avec le reste de l'équipe. Ce qui est tough aussi comme position pour l'enfant. Là, mais non, ça, par rapport au coach puis le développement des jeunes, j'ai vu que tu as partagé beaucoup de trucs par rapport au sentiment de compétence. Oui, c'est fondamental. Peux-tu me parler de ça un peu? Bien, le sentiment de compétence, c'est que, tu sais, mettons, tu te lèves un matin puis tu as mal à la tête, OK? Tu as beau te sentir, tu es un joueur de hockey, tu te sens bon, puis ça se peut que ce soir, j'ai mal à la tête puis je me sens moins bon. Okay? Fait que le sentiment de compétence, c'est pas nécessairement ta compétence. Tu peux être un athlète olympique, c'est ta perception de comment je me sens en ce moment sur la valeur, tu sais, combien je vaux au hockey. Et ça varie de match en match, de minute en minute, de seconde en seconde. Puis ce sentiment-là, quand il est compris, on peut vraiment plus aider les jeunes. Puis juste pour que vous compreniez, là, souvent dans mes conférences, je mets des images, c'est plus facile, mais dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est quoi un peu le challenge qui est demandé. Est-ce que, mettons, c'est un match vraiment important? Puis l'autre sphère, c'est comment je me sens. Donc, le sentiment de compétence. Si le challenge est vraiment élevé, puis ton sentiment de compétence est vraiment bas, qu'est-ce qui se passe? Ça devient, ça a l'air insurmontable. Ça devient plus, il y a plus d'impact. C'est le stress. OK, puis il vient un moment où si ton sentiment de compétence est très faible, puis le challenge perçu, il est vraiment élevé. Là, c'est la panique. C'est pas le stress, c'est la panique. Là, c'est le manque de contrôle. C'est physique. Là. C'est physique, le manque de contrôle. Puis, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça, le choker. Là. Tu sais, il y a du monde qui arrive en fusillade puis il choke. Là. Ben, choker, c'est quoi dans le fond? C'est juste une réaction physique, puis que ton cerveau, puis ton corps, il bloque. Puis c'est prouvé, là. Tu sais, c'est une réaction, tu te choques vraiment parce que ton stress est trop élevé. Mais, tu sais, ici, là, en podcast, il y a quelqu'un, moi, j'aurais pu choquer, vu que le stress aurait monté, puis arrêter de parler. Ben, j'allais dire, même, mettons, en stand-up, tu sais, t'as des soirées où tu sais que ton texte est bon, mais là, on dirait qu'il y a un contexte où il y a de quoi qui fait que, puis ça rentre moins, puis toi, tu te réécoutes ou tu te re-regardes, puis c'est comme, ah ouais, ce soir-là, je l'avais pas. Puis tu te remets en contexte, il y avait telle affaire où je me sentais pas dedans, où j'avais mal au ventre. La préparation aussi. Je veux dire, si tu arrives avec quelque chose de pas préparé, les athlètes olympiques, ils n'arrêtent pas de dire, quand ils arrivent au moment de la compétition, là, le stress est tellement élevé, inconsciemment, là, même si l'athlète a bien dormi, puis comment je suis en contrôle, le stress, c'est le moment que tu as travaillé pendant 4 ans, que ça devient la mémoire musculaire. Donc, c'est vraiment à quel point tu l'as fait que maintenant, c'est pas plus entre tes mains, parce que il faut que tu aies un certain contrôle jusqu'à un certain point, mais c'est vraiment à quel point tu as entraîné ton corps à prendre le relais ou le stress. Puis c'est un peu ça, je pense, avec le stand-up, tu sais, où des fois, ou peu importe ce que tu fais sur scène, tu vas être en train de faire un texte, puis tu vas être bon, mais tu es en train de penser à d'autres choses. Tu sais, genre, dans le sens que t'es pas supposé, t'es supposé être dans le moment présent pour être à ton meilleur, mais je veux dire, si ta mémoire musculaire embarque,
c'est une garantie, tu sais. Comme, c'est pour la même raison que si tu fais, je me souviens qui disait, je vais faire tel numéro, mais je vais bien le faire quand ça va être le temps. Ouais, non. Non, c'est ça. Parce que tu vas arriver sur un plateau, par exemple, de télé, il va y avoir la foule, il va y avoir des caméras, il va y avoir de l'éclairage, plein d'affaires. Faut pas que tu oublies d'être sur ton rythme. Plein d'autres facteurs supplémentaires vont être rajoutés. Oh, ben là, oublie ça, mon gars. Fait que, tu sais, si t'as pas, par exemple, tu sais, souvent, le monde se demande, là, c'est de l'impro. Non, parce qu'il faut que ça soit écrit, pratiqué, un timing, parce que sinon, dans le fond, qu'est-ce qui te reste comme référent, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est... Un peu comme en fusillade, le gars est comme, je suis ultra bon en feinte puis avec la rondelle, puis je suis tout le temps bon en fusillade, fait que j'ai pas besoin de les pratiquer. Et là arrive le moment où c'est la fusillade qui compte, puis tu te choques physiquement. Ouais. Puis les gens qui te choquent, là, je vais vous expliquer, c'est que, mettons... Ceux-là. Hey, j'ai sûrement déjà choqué au moins une fois. Dans le fond, le stress est élevé, mais ce qui fait qu'une personne va te choquer, c'est souvent les pensées. Puis il y a quelque chose, il y a un concept que j'utilise beaucoup, ça s'appelle le coût de l'échec. Okay? Combien ça coûte? C'est quoi le coût d'échouer ton échappé? Si tu échoues l'échappé, c'est quoi ça va te coûter? Puis coûter, pas en argent, là. En jugement des parents. Une tape sur la gueule. Une tape sur la gueule. Mais n'importe quoi qui est la dette ou ce que tu vas avoir comme punition, c'est quoi le coût? Ma carrière est finie, c'est quoi le coût? Et si le coût est élevé, ça ajoute un stress, puis ça ajoute des pensées négatives dans des moments où tu es stressé. Et c'est ça qu'on a du contrôle dans notre tête. Ouais. C'est d'analyser c'est quoi le coût de l'échec. Puis s'il y a des variables psychologiques, le père, n'importe quoi, ben c'est pour les travailler. Parce que dans les moments vraiment importants, ça va venir. Puis il faut relativiser, j'imagine, c'est ça la clé de ce coût-là, mettons, qui pour toi a l'air immense. Faut relativiser, j'imagine, en te disant comme... Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, des fois, à 12 ans, tu sais, quand toute ta vie c'est le hockey, c'est plus difficile à relativiser. Puis c'est pour ça que ça prend des fois quelqu'un qui dit OK, là, c'est un tournoi de hockey. c'est important, mais il va en avoir d'autres des tournois. Mais là, c'est facile à dire de même. Là. Souvent, on dit pas ça comme ça, mais ça se travaille, ça. Ouais. Quand c'était tes derniers Olympiques, c'était tes derniers Olympiques. Il y a des moments tellement difficiles. Mais même là, si tu veux performer aux Olympiques à un moment précis, il faut que tu te dises, regarde, après les Olympiques, là, je vais faire d'autres choses. Faut que ça se prépare avant. Parce que si c'est ça tout, ben là, si tu mets trop d'emphase là-dessus, ben là, tu sais, comme ça déséquilibre un peu tout. Ben c'est qu'à ce moment-là, tu vas avoir un stress de trop. Ouais, c'est ça. Qui appartient pas au challenge qui est devant toi. Il appartient au challenge de la vie, de ta vie entière. Mais non, tu sais, ça te nuit complètement. J'ai raté mon saut en ski, je vais être un mauvais parent. Ouais, non, c'est pas tout, c'est pas relié. Là. Non, mais c'est ça. Mais sur le coup, je vous jure, notre cerveau généralise tout. Toute ma vie. Stress, mais puis tu sais, j'ai parlé aussi à des athlètes olympiques. Tu sais, les derniers Olympiques, là, c'est vécu un peu comme ça. C'est qu'est-ce que je fais après? Si je rate, là, si j'ai pas de médaille après ça, comment je fais pour honnêtement aussi, j'imagine, mettons, on parle d'un niveau aussi élevé que les Olympiques, même si c'est ton premier, tu te dis, hey, je veux en avoir un deuxième, je veux pas me planter, puis que tout le monde dise, c'est une erreur de l'avoir amené. Tu sais, j'imagine, chaque étape, chaque Olympique doit avoir son lot de, chaque compétition internationale, quand t'es rendu à des niveaux comme ça, c'est malade à quel point. Puis c'est un peu le phénomène du underdog, là. C'est-à-dire, quand t'as pas beaucoup d'attentes, ton équipe, puis tu te mets à gagner, tu sais, Las Vegas, là. Ouais, exact. Tu sais, eux autres, là, le coût de l'échec, là, il était presque à 0. Ouais, c'est ça. Fait que eux, ils faisaient juste performer. Mais, tu sais, si t'as d'autres équipes comme le Canadien, tu sais, les attentes étaient beaucoup plus élevées au départ. Ouais. Ce qui peut ajouter un stress inutile. Ouais. Ben, c'est ce qui fait qu'il y a plein de joueurs qui veulent pas venir jouer à Montréal parce qu'ils savent qu'il y a toute l'histoire, ils savent qu'il y a tous les journalistes, ils savent qu'il y a le public. Fait que tout ça, j'imagine, ça te rajoute à ton facteur stress que t'as pas besoin de rajouter quand t'es un joueur professionnel qui déjà vit des stress. Ben oui, puis dans ta vie personnelle aussi. Exact. On n'a pas besoin de rajouter ça, puis c'est ce travail-là souvent qu'on fait, c'est super important parce que quand on arrive, quand c'est important, si ça c'est enlevé, ben c'est juste le stress de la performance. Ouais. Puis c'est là c'est un stress pour tout le monde, fait que tout le monde est égal. Puis c'est un bon stress, hein, le stress de la fébrilité. Là. C'est pour ces stress-là qu'on fait des jeux avec une compétition. C'est pour ça que... Le mot stress est devenu très négatif, mais à la base, le stress, c'est un moteur. C'est le petit prime juste pour que quelque chose... c'est normal d'avoir un stress, c'est positif. Sinon, ça veut dire qu'il n'y aurait jamais d'enjeu puis rien vaudrait la peine, jamais. C'est normal. Le stress,
je pense que ça s'utilise bien. Là. Oui, puis c'est souvent comment tu perçois le stress. Je suis fébrile. Ça veut dire que tu es stressé, mais positivement. Il y a des mots pour ça. Là. Je suis excité, je suis fébrile, j'ai hâte. Des fois, on dit « Ah, mais c'est un bon stress. » Tu sais, des fois, on le dit. Puis après, on pleure. C'est ça, ça fait du bien, ça. Non, mais c'est un peu la différence entre justement les gens qui s'écroulent, mettons, face à une compétition, puis les autres qui rise, parce que dans le fond, c'est leur perception, c'est est-ce que tu le vois comme une possibilité d'échec ou comme une opportunité? Ouais, exact. Est-ce que dans le fond, genre, c'est une opportunité de gagner la coupe ou c'est une opportunité d'être un perdant? C'est là parce que dans la vie, en général, tu rencontres des gens, puis très vite, tu vois s'ils sont l'un ou l'autre. Ouais. Ben, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ouais, carrément, là, tu sais. Mais c'est comme, c'est ça, la mort nous rattrape constamment. Genre, alors que d'autres sont comme, let's go, on le fait. Juste en stand-up, tu le vois, tu sais, il y a des fois, le monde sont, ah ouais, là, t'es sur une soirée régulière, ça doit être stressant parce que là, le monde, tu sais, ils vont, puis moi, à la limite, ouais, mais là, justement, j'ai ma chance de montrer que je peux jouer sur une soirée régulière, tu sais. Puis c'est de voir, tu vois des fois des gens qui, ça les casse parce que juste, puis c'est rien, tu sais, c'est pas immense, mais tout est une question de perception puis de... À quel point tu décides de le voir. Exact. Puis tu sais, t'as fait de l'impro, puis en impro, on dit souvent arrête de réfléchir, fais juste jouer, tu sais. Moi, je suis coach à l'université, puis c'est ça que je dis à mes jeunes quand ils disent j'ai pas été bon, ouais, mais tout le long, tu t'es regardé, puis là, tu remets tout, tu sais, tu penses à tellement tout de ce que t'as l'air, de ce que le monde va penser, mais tu sais, fais juste faire ce que t'as à faire. Tu peux pas faire ça puis performer. Puis tu sais, moi j'ai l'image du danseur de salsa, lui il réfléchit pas un pas droite ou gauche. Il suit le beat. Mais c'est sûr qu'au départ, quand tu commences la salsa, c'est ça, oui. Là, avant, arrière, c'est la même chose au hockey. Puis c'est pour ça que tu disais d'automatisme. Mémoire musculaire. Ouais. C'est ton corps apprend les mouvements, après ça, suit ton corps. Puis au hockey, si tu réfléchis, ou dans n'importe quoi, le sport, tout ce qui est performance, si tu commences à réfléchir, t'es plus en train de le faire. Fait que ça te nuit quand même. Tu sais, Ligue de garage avec la ville d'Anjou, comme je disais, là, moi, ça a bien été. Ah, Chris, t'es bon, là, lâche pas, let's go. Là, t'en échappes une à la bleue, t'en as un qui me dit, mettons, ouais, celle-là, tu l'as échappé pas fort. Ça vient de changer ma game. Mais je l'ai vécu aussi récemment, ou des affaires de même, où tu sais, comme t'as dû avoir beaucoup de plaisir, ou quelqu'un va dire ouais, c'est parce que telle affaire, tu sais, au banc, tu fais écoute, on essaye tout de bon, là, tu sais, à la limite, on n'est pas tant bon, on n'est pas des professionnels, tu sais, même les professionnels font des erreurs, mais tu sais, c'est comme, tu peux pas commencer à tenir compte des erreurs des autres, tu sais, tu peux t'amuser, hey, on essaye de ça la prochaine fois, ou ça, la prochaine fois, on pourrait essayer ce jeu-là à la place, mais de faire, ouais, c'est parce que là, tu sais, c'est comme, souvent, je suis comme, ok, cette personne-là a un lourd passé. Non, mais dans le sens que en termes de compétition, il est arrivé de quoi? Ou tu as joué dans un contexte où... à quel point? Ou genre c'était un mécanisme avec les autres, ou je sais pas quoi, mais non, rien de ça, là, parce qu'il n'y aura aucun plaisir, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais toi, justement, on parlait de relations athlète-coach. Est-ce que c'est comme un peu ta spécialité ou quelque chose? Ou est-ce que c'est un champ d'intérêt que tu as poussé, là? Ben, moi, je m'intéresse beaucoup à... Tu sais, au début, je parlais d'expériences que j'ai vécues. Tu sais, je suis parti du... Pourquoi les adultes font ça à des enfants? Tu sais, t'as 12 ans, t'as 7 ans, 8 ans. Comment tu peux justifier un comportement autoritaire? Puis comment tu peux justifier d'attaquer l'estime puis l'ego d'un jeune? Puis ce que je dis souvent, c'est il n'y a aucun avantage à attaquer l'estime puis l'ego. Si quelqu'un m'explique comment ça, tu sais, d'attaquer l'ego, ça c'est bon, là. J'ai pas vu d'études. Explique-moi comment ça marche. Envers Donald Trump, oui, c'est bon. Parce qu'il y a des ballons qu'il faut péter. Non. Mais non, envers un enfant, c'est comme catastrophique. C'est comme s'attaquer à son âme. C'est comme... Ben, c'est qu'il n'y a pas d'avantage. Puis... Non. Ben, c'est surtout aussi que, selon moi, fesser sur un enfant qui est en pleine construction de sa personnalité, alors qu'il y a plein d'affaires qu'il lui-même comprend pas. Comment tu peux après ça le ramasser en faisant comme t'es un innocent? C'est sûr qu'il est innocent, il y a 8 ans, il y a 12 ans. Il a dit. Puis c'est ça, tu sais. Il met dans puis il est surtout en train d'apprendre. Exact, il est en train de se découvrir, d'apprendre. Il y a un truc que tu avais partagé sur ta page, Michel, qui était intéressant. C'était un gars qui disait que qui parlait un peu des coachs de hockey mineur, ça, puis qui expliquait un peu les parce que je trouvais que c'était bien synthétisé, c'est le mot, ça? Ouais. En un synthétiseur, oui, c'est ça, un clavier. Qui disait, en fait, les rôles pour un coach de mineur, c'est, dans le fond, le plaisir, il faut que les jeunes aient du fun, développer les skills de base. Tu sais, dans le fond, là, si mettons que tu joues au soccer, c'est quoi? C'est kicker, c'est faire des passes, c'est courir, c'est...
pas rentrer, parce que souvent, ils rentrent dans les systèmes, les affaires. Tout ça, c'est tout trop compliqué. J'ai jamais catché. Ouais, tu sais, peut-être, OK, Bantam, tout ça, tu commences à faire, OK, là, vous savez tout patiner, tirer, tout ça. Stade, mais tu sais, à 8 ans, ferme la porte, là, ils te mettent des X pis des O, pis il est comme là, quand la POC est là, tu sais, pis je comprends, là, mais... Puis il y a des gens qui apprennent différemment, OK? Moi, honnêtement, j'apprends par l'expérience. C'est-à-dire que si tu m'expliques, tu sais, le tableau, là, avec les ronds, si tu m'expliques, je comprends. Je comprends presque rien. Si je le fais, je comprends. Fait que moi, je veux pas être le premier. Je veux jamais être le premier. Mais je suis pas le seul, là. Tu sais, au hockey, là, il y en a une couple qui voulait pas être le premier. Tu te fais ramasser. Ben là, tu sais, tu fais une erreur parce que tu as tourné à gauche au lieu à droite. Là, le coach fait c'est à droite. Puis là, il est fâché. Hey, moi, je voulais pas être le premier. Je m'arrangeais toujours pas être le dernier. Mais moi, j'étais avantagé, j'étais gardien de but. Il me mettait en dernier. Mais si tu es conscient de ton équipe, tu te dis, OK, lui, tu vois quand que je te montre le tableau, tu comprends, mais ça va toujours être lui, notre gars qui va partir pour pas créer du stress inutile aux jeunes terrorisés, là. Faire une erreur devant tout le monde. Ça a l'air banal, là, on en parle comme ça, là, mais quand tu as 12 ans puis que tu fais une erreur dans une pratique puis que ton coach il te crie après puis que tous les joueurs sont comme on recommence. Ça gâche ton mois. ça peut gâcher ton mois, mais c'est vrai, t'es un ado puis ces affaires-là qui ont l'air banales quand on est adulte ont une plus grosse ampleur. Quand on est enfant. En tout cas, de mémoire, moi, c'était comme ça que c'était. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je comprends exactement. On dirait que tu parlais de ça, puis je me revois sur la glace faire « je m'excuse, les gars, tu sais. Déjà que vous m'aimez pas beaucoup, tu sais. » C'est... T'avais partagé un truc sur les coachs, comment maximiser l'énergie puis la motivation. Parce que toi, c'est ça, la motivation, c'est comme vraiment une de tes branches, là. Mais c'est mon expertise, ma thèse doctorale était sur la motivation. La motivation. Puis je parle beaucoup d'énergie parce que pour être motivé, c'est comme quand t'as de l'énergie puis t'es motivé, c'est comme c'est proche même si c'est différent. Mais en gros, tu sais, moi ce que j'explique aux gens puis j'en ai parlé un peu tantôt, il y a 3 facteurs. OK, c'est pas compliqué, t'as l'autonomie, le sentiment d'être libre de tes choix. Tantôt tu avais parlé artistique versus hockey. Quand c'est toi qui as choisi le hockey là, déjà bon départ. Okay. Mais ces choix-là, il y en a plein. Là. Je joue-tu 2A, je joue-tu 2B, je joue-tu B? Ça se décline. Des choix, il y en a plein. Fait que quand le jeune a l'impression de choisir puis d'être maître de ses décisions, quand il peut, pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'il y a des contraintes. Là. C'est sûr qu'il y a des pratiques, puis il y a des règles, puis tout ça. Puis c'est un jeu là, avec des règles. C'est pas ça le problème. C'est est-ce qu'on offre des possibilités de choix aux jeunes? Puis ça, c'est fondamental. Si les coachs comprennent ça, là, ça c'est la base pour pas que le jeune se sente contrôlé, que tu sois un père ou un coach. C'est la base. Le deuxième, c'est le sentiment de compétence que tu as parlé tantôt. Okay. Fait que c'est super important de comprendre c'est quoi le stress, c'est comment je file en ce moment, c'est quoi mon estime dans ma vie en général. Ça, c'est vraiment important parce que si ton estime de soi à l'école, ça va pas bien, avec tes parents, ça va moins bien, puis au hockey, ça va moins bien... Ben, ça se peut qu'en fusillade, tu choques, là. Parce que, tu sais, mais c'est que c'est trop, à un moment donné. Fait que, tu sais, de comprendre comment le sentiment de compétence fonctionne, c'est quoi le lien avec l'estime, c'est quoi le lien avec le stress, ben, ça te donne une base. Puis moi, je focus beaucoup là-dessus. Puis le sentiment de compétence, c'est beaucoup une question de feedback. Tu sais, tantôt, on en parlait, là. Un bon feedback, c'est quoi? Je l'explique simplement. C'est, regarde, quand t'es tourné à gauche, là, le shot que t'as fait, là, comme ça, là, de côté, là, c'était vraiment bon. Là. Quand tu as tourné comme ça, puis que tu as vu ton ami de côté, puis tu as fait une belle passe, là, c'était vraiment beau. Mais c'est précis. Tu expliques concrètement qu'est-ce que la personne a fait. Mais si tu lui dis, t'es vraiment bon, t'es vraiment le meilleur, ça veut dire quoi? Ouais. Pas grand-chose. Tu dis que c'est un commentaire général pour faire plaisir. Puis ça a l'air positif, là. Hey, t'es bon, t'es vraiment bon. Hein. T'es un bon humoriste, t'es un bon joueur de hockey, t'es bon. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis bon. Ben t'as fait une joke, puis t'étais capable d'avoir une répartie, puis t'as joué avec le public, puis là, tu sors de là avec le feedback comme ça, tu dis, hey, c'est cool. C'est très précis, puis l'humain peut se dire, hey, le joueur de hockey peut se dire, hey, quand je fais ça, mon père, puis il est content, il est fier de moi, puis c'est cool, fait que je vais le continuer, puis je vais apprendre d'autres choses, parce qu'il y a des petites choses qu'on apprend dans le hockey qui est vraiment cool. Hey, quand t'as encouragé tes amis, là, puis que t'as mobilisé l'équipe, puis t'as dit tel commentaire, c'était vraiment là, un beau leadership, puis tout ça, c'est précis, puis c'est bon. Ah, t'es un bon leader.
Lequel il se demande pourquoi. Ah ouais, pourquoi? J'avais des ciseaux pour les Mr. Freeze. C'est un beau mot, là. C'est quand j'étais aux toilettes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Marc-Antoine. Non, c'est pas ça. Mais c'est un beau mot, mais concrètement, ça veut rien dire. Attitude. C'est comme une bonne attitude. On dirait que c'est comme des mots-clés génériques, genre synergie. Attitude, ça veut dire quoi? Concrètement. Puis c'est ça que j'encourage les gens à faire des feedbacks. Puis le troisième point, le premier, autonomie, le deuxième, le sentiment de compétence, le troisième, c'est le lien, la connexion. Mm-hmm. Quand tu as des amis, quand tu t'entends bien avec ton coach, puis tu le respectes, puis tu as confiance en lui, puis tu as confiance en ton équipe. Ouais. En gros, tu te lèves le matin, tu te sens compétent, tu es libre, c'est toi qui as décidé de jouer au hockey, puis tu es avec tes amis, puis tu respectes ton coach. C'est quoi la probabilité d'être démotivé? Il n'y en a pas à date, c'est tous les éléments pour mener au plaisir. Pogner un flat en se rendant ouais, c'est ça. Je sais plus. En gros, c'est plutôt simple. Si tu as ces trois-là, il suffit de Gatorade que t'aimes. Non, excuse-moi, je t'ai interrompu pour ça. Là, tu fais... Non, mais il suffit d'un des facteurs, puis l'énergie. Un facteur. Puis justement, tu parlais aussi, par exemple, parce que j'avais vu une vidéo où tu parlais ça, genre, par exemple, juste en tant qu'adulte, on n'est pas dans le sport mineur, mais aller au gym, la motivation pour aller au gym. Pourquoi personne ne va jamais au gym? Parce que personne n'est motivé. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Mais il y a une business complète c'est pour ça qui fait de l'argent avec ça. T'as sûrement déjà entendu du monde dire « Ah là, je me suis pris un coach privé parce que comme ça, j'aurais pas le choix de pas y aller. » Mais dans le fond, ils ont besoin de quelqu'un qui lui dit « Hey, quand tu pousses comme ça, c'est bon. Puis t'es capable. Puis on se voit demain. » C'est correct. Non, exact. Mais on dirait que je fais le lien avec le gym. Ouais, c'est ça, je l'ai fait l'année passée avec un coach privé, avec un autre ami Maurice. On se pogne comme un coach à deux, comme ça on a un rendez-vous. Ouais. Sauf que un des facteurs les plus importants pour un gym, que ça a été prouvé, c'est la distance. Il faut que ce soit proche. Ouais. Puis c'était loin, fait qu'à un moment donné, tu fais comme, là, t'as pas la motivation d'aller parce que c'est trop tu peux pas aller à une demi-heure. Le chunk de temps que ça te prend est rendu trop gros. C'est ça peut pas prendre 2 heures ta journée, tu sais. Puis c'est souvent dans des moments où notre énergie est basse, qu'on va s'entraîner. Fait que c'est à la fin de notre journée. Notre énergie est basse, puis il faut se déplacer. Puis c'est niaiseux, là, mais tu sais, le sac, préparer le sac. Si tu l'as pas préparé la veille, puis il faut que tu retournes chercher ton sac, moi, ça m'intéresse. Puis le sentiment de « Ah, je suis enfin rendu à la maison. Je pourrais m'écraser, je pourrais faire mes petites affaires. » Si tu t'assois, c'est fini. C'est fini. Énergétiquement, c'est fini ta drop. C'est pour ça que c'est lié à l'énergie. La motivation. Ok, je pensais te dire si t'es assis ou debout. Mais ça a un impact. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai un chien. J'ai toujours la raison de faut vraiment que je retourne chez nous, j'ai un chien, tu sais. Fait que là, ça me donne raison de m'asseoir puis de pas faire mes affaires. Je pensais que t'allais dire genre pour aller le marcher puis donc bouger. Ah non, mais ça, je l'ai fait. Ça répète un facteur de motivation. Parce que tu t'es aussi beaucoup intéressé à la relation athlète-coach. Est-ce que ça rentre plus dans ce que tu viens de dire ou il y a des différences ou si t'es formé pour favoriser ces facteurs-là, c'est sûr que tu vas avoir un impact positif, mais il rentre aussi, tu sais, on parlait de synergie, là, tu sais, comment toi, tu es un modèle, puis comment les jeunes peuvent te faire confiance. Ouais. Puis les jeunes, ils font confiance aux gens pas nécessairement dans les bons moments. Pas quand on gagne. Tu sais, quand ton coach t'a fait une erreur, puis il vient pas te voir tout de suite, là. Il attend, tu sais, que tu viennes le voir, puis on appelle ça le respect, là. Tu sais, le jeune, il sait qu'il a fait une grosse erreur, là. Il a échappé la POC en échappé. Mais ça, s'il fait des comportements qui le soutient, qui l'aide dans des moments plus difficiles, après ça, le jeune, il fait confiance à cet adulte-là. Et c'est là que l'adulte obtient du respect. Puis le respect, après ça, il peut être un peu plus directif. Il peut mettre plus de pression parce qu'il y a du respect. Ouais. Puis de la pression jusqu'à un certain niveau. Là, c'est parti sur des bonnes bases aussi. Puis tu comprends la motivation de la pression que le coach te donne. Exactement. Parce que tu respectes sa vision du truc. Puis il te l'a déjà apporté de façon comme raisonnable et réfléchie, tu sais. Si tu commences tout de suite en criant, j'ai eu zéro le goût de t'écouter, puis tu l'écouteras pas de l'année. Tu deviens un stress. Oui, puis on l'a tous vu aussi à l'école, un prof là qu'au début tu le respectes pas, c'est mal parti là. Ouais. Le syndrome du suppléant qui rentre. Tout le monde comme on le fait pleurer. C'est là moi que j'ai rodé mes meilleurs jobs. Ouais, c'est ça. Bon, ils sont pas utilisables sur scène parce qu'ils sont racistes et homophobes, mais c'est gentil que parce que justement, il y avait même relation athlète-coach. Michael Kingsbury avait comme un coach
psychologique au dernier. Je me trompe pas. Ben, ce que j'offre là comme la motivation, ça s'appelle la motivation autodéterminée. La motivation intrinsèque, c'est une approche qui est utilisée un peu partout chez les Olympiques aussi. Puis oui, il y avait un chercheur et un psychologue qui l'accompagnait. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas nécessairement le psy qui l'accompagnait, mais le coach était formé comme ça. Michael Kingsbury, ouais. C'est le ski. Ah, ben oui, ok. J'avais pas compris Kingsbury. Ah oui, lui. Il a gagné une médaille d'or. Il est vraiment bon. Même que ça fait 2 de suite, là, je pense. Si je me trompe ben oui. Non, c'est pas grave, Jérémy. Non, mais je pense que c'est... amène plein de choses à cette discussion. Alexandre Bilodeau, il a gagné la médaille d'or. Il avait gagné Kingsbury avait gagné l'argent. Oui, c'est ça. Il a gagné l'or. T'as raison, excuse, c'est ça. C'était la passation des flambeaux. Oui, c'est ça, ils se sont passés le flambeau. Ah oui, c'est ça. Ben, à ce niveau-là, honnêtement, la plupart, ils ont les psychologues sportifs. Ouais, aux Olympiques. Ben, ce qui aujourd'hui est comme... Ben oui, c'est sûr, mais il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas les athlètes olympiques. Là. Ça reste relativement restant dans l'histoire, c'est ce que je veux dire, dans le sens que avant, là, les joueurs, les athlètes qui allaient aux Olympiques, puis c'était comme s'il arrivait ce qui arrivait, non? Ben oui, mais c'est parce que de plus en plus, on voit que ça fonctionne, ça a un impact. Est-ce que c'est... Je sais pas si je peux permettre de poser une question ou c'est pas mon là, rôle? Non, ben oui. Est-ce que toi, t'as travaillé avec des athlètes c'est comme professionnel ou... Ben, j'ai travaillé des athlètes olympiques, j'ai travaillé des joueurs de hockey, j'ai travaillé avec... je fais beaucoup des conférences aussi, fait que j'en vais pas mal. Est-ce que tu sens, mettons, que ces athlètes-là veulent garder ça privé ou est-ce que c'est rendu accepté? Tu sais, parce que, mettons, juste là, entre amis, tu sais, c'est pas l'affaire, mettons, moi je consulte, c'est pas l'affaire qu'on se dit le plus, fait que je me demandais, mettons, dans un milieu comme ça, c'est-tu quelque chose qui se partage ou... Ben, moi, je suis un adepte d'avoir un espace avec quelqu'un qui t'écoute sans que l'autre parle à une autre personne. Tu sais, ça va pas bien avec ton coach, puis le coach, il dit, va voir le psy sportif, puis le problème, c'est le coach, là. Ouais. Tu sais, il y a un problème, là. Fait que, tu sais, le psychologue, son but, c'est d'avoir un espace confidentiel. Tu sais, tu rentres, par définition. Ouais, par définition. Vrai, question niaiseuse. Non, il y a pas non, mais pour vrai, non, elle est vraiment importante parce que souvent, ils pensent que le psychologue sportif, il est là, à côté, là, sur la bande, qui est proche. C'est pas de même que ça fonctionne. Ouais, fait que, tu sais, souvent, on est plus à retrait. Puis, où est-ce qu'on est plus à l'avant-scène, c'est faire des ateliers plus d'énergie, de motivation, où on explique des phénomènes, mais plus de conférences. Ouais. Là, je suis plus présent, je suis plus à l'avant-scène. Mais quand quelqu'un vit de quoi, il n'y a pas d'avantage. C'est plus confidentiel, puis on parle, puis c'est comme, ça fait comme partie de l'équation, là, le saut de confidentialité d'échange avec un psychologue fait partie un peu de l'expérience. Oui, puis c'est la clé un peu de l'intervention. De la confiance. Puis encore là, tu sais, moi, je suis aussi pire qu'un coach, c'est les mêmes phénomènes. Le respect, tu sais, si je vais, imagine, parler, « Hey, ce que tu me dis, je vais le dire au coach, puis je le dirai pas. » C'est ce que mon psy a dit sur toi? Non, c'est ça. C'est fucking cave. Oh, ok, là, le psy qui se bat avec la gauche. Ça se fait pas, genre. On ferait jamais ça. C'est pas bon, puis ça mènerait à rien. Fait que, mais de toute façon, même au niveau de la loi, on n'aurait pas le droit. Fait que la confidentialité est assurée. Ben oui. C'est quoi les trucs que tu as observés en psychologie sportive? On en parlait tantôt, je pense, juste avant de commencer, comment c'est rare des psychologues sportifs spécifiques au hockey. Qu'est-ce qui est spécifique au hockey en psychologie sportive? Que tu as observé, Ben moi, je dirais, au hockey, je parlerais plus d'équipe, de sport d'équipe. Ah, c'est vraiment important parce que, tu sais, quand avec la pression, tu es joueur de tennis, ski acrobatique comme tantôt, la pression est sur toi, puis c'est toi qui as un peu de contrôle, tout ça, mais il y a des phénomènes complètement différents dans les équipes. Tu sais, dans l'équipe, il y a le coach, mais il y a un leader dans l'équipe. Il y en a des leaders négatifs, des leaders positifs. Ouais. T'as la synergie aussi, tu sais. À un moment donné, tout le monde joue bien, puis plus tu joues bien, plus tu joues bien. Puis là, tu sais, c'est pas de la magie, là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des effets de groupe qui se passent. Puis si dans toutes les équipes de hockey, il y a au moins un bouc émissaire. Ouais. Ça veut dire quoi, un bouc émissaire? C'est comme des phénomènes, genre de groupe. Dans n'importe quelle société ou micro-société, il y a ceux qui dominent, ceux qui sont dominés. Fait que, ouais, donc quelqu'un un bouc émissaire, quelqu'un qui est un peu qui mange tout, comment dire. Là. Ah ouais, puis quand t'as une tête de moins que les autres puis que tu fais une gaffe, tu sais, c'est tellement plus facile de... On dirait que tu t'identifies beaucoup. Non, mais le bouc émissaire, t'étais-tu le bouc émissaire dans l'équipe? Ben oui, ben comme je racontais un peu tantôt, anyway, j'étais pas le plus aimé de l'équipe, puis j'étais plus petit que les autres, fait que c'était très facile. Ah ouais. Fait que le bouc émissaire, parce que t'étais sur une belle lancée, mais comme quoi, dans chaque vestiaire, il y a un bouc émissaire. Donc, quelqu'un qui écope
Puis c'est pas nécessairement, tu sais, l'image de loser qui a pas d'habilité. C'est souvent quelqu'un qui accepte de se faire rire de lui. Des fois, il accepte juste pour rire, pour être accepté, mais ça y fait de quoi en dedans? Fait que tous ces phénomènes-là, quand t'es un coach qui est formé, puis t'es un adulte, puis t'es avec des jeunes, des enfants puis des ados, mais t'es supposé d'intervenir. Tu peux pas laisser un jeune, imaginez, là, de août, septembre, jusqu'au mois d'avril, ça va être la tête de Turc. Toutes les insultes, toutes les jokes un peu, ça va être sur lui. Je suis sûr que ça existe aussi même dans la Ligue nationale. C'est des phénomènes de groupe. Ouais, c'est ça. Ça existe partout. On est 10 gars, là. On s'en va dehors, puis on fait une activité, là. Très vite, il va y avoir un leader, il va y avoir du monde qui vont suivre, il va y avoir du monde qui vont... Il y a toujours un ou deux personnes qui vont se faire rire de plus que d'autres, puis on dirait que quand ça tombe sur toi que t'es le bouc émissaire, par expérience, tu te dis des fois, c'est là que j'ai l'attention, puis c'est là que ça fait rire le monde. Fait que des fois, tu provoques des situations pour faire regardez comment je suis cave, regardez comment c'est. Autodéfense. Puis là, tu sais, ben là, j'ai la... Tu sais, tout le monde rit, tout le monde approuve. Fait que ça fait comme un petit velours, mais une fois qu'après ça, tu te retrouves tout seul, tu fais comme, C'est ce que c'est malsain de devoir passer par là carrément. Pour l'acceptation, tu sais. Puis la clé là, que je dis souvent aux jeunes, puis même aux adultes, c'est ça vous prend une seule personne pour sortir de l'impasse d'être le bouc émissaire. Ça te prend une alliance. Si t'as pas d'alliance dans ton groupe, ben ça se peut que ça soit difficile pour toi psychologiquement. Mais en même temps, on dirait que, puis peut-être c'est mon expérience, mais on dirait que là, tu te fais une alliance, et là, au lieu d'être le bouc émissaire du groupe, vous êtes le duo de losers. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, là, c'est vraiment plus le groupe rit du duo. Tu sais, que de... Oui, c'est notre bouc émissaire, mais il est quand même dans la gang, puis on y fait attention. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends, mais c'est comme si, vu que t'es deux, puis ça a un impact quand même, mais psychologiquement, lorsque t'absorbes à deux, c'est bizarre, mais c'est moins pire. Tu peux après ça, dans l'intimité à deux, faire comme « ça c'était pas cool, c'est vrai », puis là faire « je suis compris », j'ai hâte à l'année prochaine, puis tu sais, on sera plus avec... il y a comme un soutien, tu peux une alliance, c'est tellement important. Tu sais, pensez à n'importe quel souper que tu connais pas grand monde, là. Tu parles avec la personne. Il suffit d'une personne pour changer ta vibe de la soirée. Telle personne va être là, ok, je vais passer. C'est ça. Ok. Tu le connais pas? Non, mais j'ai déjà dit allô une fois. C'est juste un mini lien avec. C'est quoi le sport que tu as observé qui demande le plus pour citer Marc Messier, dureté du mental, le sport le plus psychologiquement difficile? Ben, je pense que ça dépend des personnalités, là, pour vrai. T'sais, moi, là, perso, là, je me connais, là, si tu me demandes de courir 5 km sans but, là, puis les joueurs de hockey, on est beaucoup comme ça parce qu'on a été formés à faire des stop and go, intervalles, puis il y en a qui se modifient, il y en a qui changent avec Mais ma personnalité, quand j'ai de la douleur puis j'ai pas de but, tu sais, moi, je peux avoir mal aux jambes puis avoir vraiment mal, puis jouer au hockey pendant 3 heures, puis sans me rendre compte que j'ai mal. Je cours 10 minutes, puis je commence à avoir un peu mal, tu sais, un peu, là, puis je suis plus capable. T'as le goût d'arrêter, puis... Parce que l'endurance, pour moi, mon corps est pas fait pour faire de l'endurance. Mais puis mon cerveau non plus, là. Fait que, tu sais, peut-être que c'est moi, mais je pense que chaque personne a ses particularités là-dedans. Là. Moi aussi, j'allais dire la course. C'est que je pensais que tu allais me répondre parce que selon moi, j'ai l'impression que c'est le sport qui, psychologiquement, mais peut-être parce que c'est par rapport justement à ce que moi je suis formé. Mais tu serais surpris. Comment l'inverse? C'est quelqu'un qui fait la course, tu demandes des stop and go, puis il est comme. Tu vas dans un sport d'équipe. Oui, ou dans un sport d'équipe. Tu lui dis, hey, viens. Souvent, on dit, non, je ferai jamais ça. C'est pour ça que tu as des joueurs de tennis qui sont super bons en double, mais tout seul, ils aiment pas. Tu sais, il choke, comme on disait, tandis que t'en as aussi, il joue tout le temps tout seul, puis là, t'es mis en double, puis c'est plus le même joueur parce que là, il a l'impression qu'il y a des comptes à rendre à son coéquipier, etc. C'est sûr que ça joue, ça aussi. Complètement. C'est le même sport. Change de dynamique. Puis tu vois, c'est dans la réponse qu'on donne, en gros, c'est d'apprendre à se connaître. Ça a l'air un peu têteux, là. Mais c'est mon métier, là. Dans le gros, t'es qui, toi? Comment tu réagis face au stress? Comment tu réagis quand t'es en groupe? C'est ça qui va te permettre de comprendre, moi, je vais jouer au hockey. Moi, justement, si t'as le réflexe de tomber ces autres, tu sais. Ben là, peut-être, t'as ce pattern-là. J'ai une question, moi, un peu hors sujet. Je peux-tu aller aux toilettes? C'est-tu le genre d'affaire dans un podcast? On a le droit de demander? Oui. OK.
Est-ce qu'il faut que j'amène le micro? Ben, en fait, oui, c'est ça. Le micro, en fait, c'est pas le fil, il est long. Ouais. Ça va être comme un sketch de François Pérusse, on va entendre genre... OK. Non, vas-y. Je vais commencer, anyway, un sujet avec... OK, parce que là, je pense juste à ça. Ben oui, mais c'est pour ça que j'ai laissé un vase vide à côté. Si ça te... OK, parfait. Non, pas de stress. Je pensais que c'était super dramatique, puis là, je suis allé aux toilettes. Non, mais je vais te demander, en plus, c'est là, on a commencé à rapper, puis une affaire que j'ai vue qui est comme un peu ton... pas ton combat du moment, mais... Ben oui, en fait, ton combat du moment, ou en tout cas un sujet sur lequel tu donnes beaucoup d'attention présentement. C'est pas relié particulièrement au sport, mais c'est l'addiction aux écrans. Oui. Et comment augmenter l'attention active des jeunes. Ben, c'est pas lié au sport, là, mais il y a des liens. Mais oui, parce que justement, quand on parle d'attention puis de concentration, mais parlons un peu de ça, justement, de l'addiction aux écrans qui est complètement dans l'air du temps. On n'y échappe pas. Tout le monde a un... En ce moment, il y a 3 téléphones sur la table. Je veux dire, c'est 2. Non, mais il est dans mes poches. Oui, c'est ça. J'allais dire 2 sur 3, mais c'est ça. Donc, ouais, ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que les téléphones sont les cigarettes du futur. Dans le sens que, en ce moment, on est là avec ça, puis dans 50 ans, on va dire hey, c'est catastrophique. Pour la même raison qu'il y a 50 ans, fumer. Plus de docteurs fument les cams. Tu sais, comme c'était accepté, mais on réalise avec le temps que c'était complètement nocif. J'ai un peu l'impression que c'est ça avec les téléphones intelligents puis les écrans qu'on se pointe dans la tête comme des fous. J'arrête de parler et je te laisse. Mais je prédis pas l'avenir, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un phénomène de... On se fait quand même manipuler par les compagnies. Officiel. Et, en gros, là, c'est qu'ils dépensent des millions d'argent pour comprendre comment ton cerveau fonctionne. Mm-hmm. Tu as des neuropsychologues, tu as des chercheurs qui font juste voir quand il y a du rouge, ton cerveau... Hein? Ouais. Quand ça fait bip, ton cerveau, tu sais, s'il y a une sonnerie là, ouais. Tous les auditeurs vont par automatisme. Ça déclenche des trucs. Ouais. Mais c'est pas un hasard, c'est que ça vient de très loin. C'est que qu'est-ce qui fait tip, puis qui vibre, puis mettons quand on était dans la jungle, c'était quoi qui faisait ça, tu sais? Des petits sons aigus, des mouvements brusques, de la vibration. Des sons? J'ai l'impression que je suis supposé donner une réponse que je ne sais pas. C'était des menaces. Des menaces pour ta vie. C'est ça. C'était un serpent, c'était un insecte. Ça fait visiblement appel à tes réflexes là, de genre de qu'est-ce que des sons ou des sonorités ou des trucs qui te mettent un peu en alerte. Là, ouais. Puis c'est des réflexes de survie. Fait que ton corps va prioriser ça par rapport à tout ce qui est le plus important. Tes projets, ton sport. Ouais, c'est ça. Plein d'affaires. Ouais. Fait qu'imagine quand t'embarques aussi, tu sais, mettons, chez les ados, là, ça a l'air niaiseux, mais tu joues au hockey. Ouais. En 2018, là, dans les entractes, là, tu regardes ton cell pour voir qui t'a texté. Au hockey, ouais. Il n'y avait pas ça en 92, non, là? C'était correct. On parle de l'addiction aux écrans, qui est un dossier aussi auquel Jean-Michel s'intéresse présentement et notre durée d'attention très limitée. Donc, oui, c'est ça. C'est un truc qui me fascine parce que justement, là, je joue dans une ligue de garage. Une affaire que j'aime vraiment, c'est qu'ils font la glace à la mi-temps. À la mi-temps, comme au football, mais je veux dire, après la première heure de 2, ils font la glace, puis je trouve ça malade parce que, tu sais, on est rendu tellement vieux que la glace se défait très vite. On est lourd. Puis là, on revient dans la chambre, puis justement, le 6 de 15 minutes, le monde, c'est comme, tu sais, sort le cellulaire, telle affaire, la business. Puis cette semaine, j'avais laissé, parce que il y en a qui disent, si les champs sont pas barrés, c'est mieux de laisser les trucs dans l'auto, tu sais, tout ça. Puis j'avais laissé mon cellulaire, justement, dans l'auto pour pas avoir à pas s'envoler ou rien. Puis je sentais que c'était comme j'étais le seul là, qui restait en mode hockey, tu sais, j'étais comme mais c'est quand même plus sain de si tu fais une activité, fais cette activité là, genre pas genre à mi-chemin, mais t'as un email c'est toutes des affaires qui peuvent tellement attendre, tu sais, ça sert tellement à rien de commencer à répondre à un email que tu peux voir l'heure d'après puis que ça, tu sais, mais c'est vrai que ça m'a comme fasciné de voir comme que c'est ça, tu sais, justement. Mais imagine dans une ligue de garage, c'est ça. Imagine les jeunes de 15 ans, puis tout ça. Puis ça a un impact après ça sur la synergie, sur le momentum. Parce que la légende que Galchenyuk se faisait texter par son père entre les périodes. Là, on parlait de père intense. Ouais. Bon, toi heureusement... il n'y avait pas de texto, hein. Fait qu'il pouvait venir me voir. C'était mieux, je le sentais physiquement. Ouais. Non, mais toi, t'as arrêté de jouer à un certain moment, puis tout ça, mais tu sais, lui, même dans la Ligue nationale, il reçoit des textos, son père t'es rendu à ce niveau-là, c'est comme, man,
Je veux même pas être le coach là, qui gère... Laisse-moi tranquille. Qui gère ça, ouais, tu sais. C'est une pression de plus, dans le fond, que non, t'as pas besoin. Mais ouais, c'est ça, parce que tu parlais aussi, les écrans, ça amenait à la notion d'attention. Puis là, tu parlais d'attention passive et attention active. Puis parle-nous de la différence entre les deux, puis comment augmenter justement l'attention active, qui est la bonne sorte d'attention. Ben, en gros, l'attention active, c'est quand tu joues au hockey, c'est quand tu apprends quelque chose de nouveau, quand tu évolues, quand tu lis un livre, quand tu fais un projet, quand tu es créatif. J'aime ça, tu as dit quand tu évolues, c'est comme... C'est clair, là, ouais, c'est ça. Puis l'attention passive, en gros, là, je peux pas faire... le monde ne nous voit pas, là, mais tu sais, quand tu as la bouche ouverte, là, puis tu regardes l'écran, puis en fait, tu fais rien. Tu fais juste recevoir de l'information, puis ton cerveau est pas en train de réfléchir. Des fois, oui, là, mais tu sais, je veux dire, majoritairement parlant, c'est ton cerveau, il fait juste absorber de l'information sans trop... Il absorbe. Puis si tu es dans ce mode-là trop longtemps dans ta journée, c'est qu'à un moment donné, tu t'habitues. Puis quand tu veux être actif, donc créer, organiser, planifier, tu sais, comme ton podcast, puis tout, ça demande de l'organisation, il faut que tu regroupes du monde, ça prend de l'attention, là, ça prend de l'énergie, mais si t'es juste comme, je vais regarder de quoi sur YouTube, ok, ben je vais écouter Netflix, j'écoute Netflix, puis là, ça fait, genre, tu sais, ils nous programment, là, parce qu'après l'émission, il y a comme un petit preview de l'autre émission, puis là, t'es comme, oh! Puis là, tu continues, puis là, il est rendu 2h30 du matin, puis là, faut que tu te lèves à 8h, puis là, le lendemain, t'as moins d'énergie, là. Mais si tu joues au hockey, t'as une game importante, mais ça a un impact, tout ça, là. C'est des détails, mais pour moi, c'est plus rendu des détails, c'est rendu que ça nuit à notre épanouissement personnel. C'est sûr que si tu veux, dans ta vie, diminuer ta créativité, diminuer ton apprentissage, si tu veux arrêter d'évoluer, puis tu peux faire ça, mais en même temps, je vois difficilement comment tu peux être plus heureux en augmentant autant tout ce qui t'écrase, tu sais. C'est comme clairement tu vas être déprimé, non? Ben oui, ça dépend. C'est comme inévitable. Ben oui, c'est inévitable, mais en même temps, tu sais, je veux nuancer, là, tu sais, des fois, mettons que tu t'intéresses à l'impro, tu t'intéresses à la comédie, puis tout ça, puis t'écoutes, mettons, un ami humoriste, puis là, tu regardes comment il fait, puis tout, là, t'es actif. Ouais, c'est ça, c'est différent. Puis c'est vraiment important, ça. C'est pas l'écran en soi, c'est le mode passif. Fait que oui, si tu restes dans un mode passif, rapidement, là, tu sais, des fois, je rencontre des gens, 22 ans, là, puis tu dis, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'apprends? Puis... je veux pas être dans le jugement, c'est pas ça, c'est juste, il y a un problème. Mais ça me fait, c'est vrai, ça me fascine. Le jour, j'étais dans un contexte social où j'ai rencontré quelqu'un, puis toi, ta passion, tu sais, c'est le hockey, ou tu faire, oui, moi, c'est ça, mais tu sais, chacun a sa passion, tu sais, il y en a que c'est le cinéma, les arts, les sciences, peu importe. Puis là, je dis à la personne, puis toi, tu sais, c'est quoi sur quoi tu tripes? Je sais pas. Puis ça m'a tellement marqué, j'ai fait, non, mais là, c'est parce que là, je te mets sa sellette, là, mais tu sais. Il y a sûrement de quoi. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a quelque chose sur. Non. Je vais y penser, ça. Ben, tu sais, souvent, ça remonte à l'enfance, c'est quand dès que t'es jeune, t'as une passion ou t'as plusieurs passions sur lesquelles tu commences à triper, puis là, ça va se poursuivre ou whatever, tu sais. Et je la revois comme plus tard dans le party, là, puis ça. Non, j'y ai pensé, rien. J'étais comme, mais ça se peut pas. C'est comme, qu'est-ce que tu fais comme le reste du temps où tu travailles pas, genre. Je serais vraiment sur Noël. C'est ça. Moi, en fait, c'est vraiment les murs. Quoi? Non, tu sais, genre, je sais pas, il y a quelque chose de. Ça m'avait quand même assez fasciné. Puis, justement, on parle d'attention active, justement, d'être en mode actif où tu peux apprendre, mais avec les téléphones intelligents, le fait que tu es toujours en mode spectateur, c'est tellement nocif. Pour un enfant, il s'en va à l'école. L'espèce de. La procrastination, tu sais, moi, j'ai pas fait d'université ou de cégep, mais j'ai beaucoup d'amis, mettons, tu vois passer sur Facebook comme, là, ça fait 3 heures, je suis posé faire mon affaire, mais j'écris ce statut-là, puis j'écoute ça. Puis là, t'es comme, mais fais pas ça. Mais l'offre est tellement rendue violente. C'est vrai, c'est fou, que tu dis, c'est sûr que si un enfant qui est supposé aller à l'école, puis comme écouter un humain qui parle, qui on s'entend, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de. Il y a juste un tableau. Maintenant, c'est rendu des tableaux numériques, mais quand même. Ça, c'est, je trouve, la preuve de. Ouais, c'est comme c'est rendu dedans. Pour intéresser les enfants, maintenant, on a besoin d'un tableau interactif, intelligent, alors qu'il me semble des cryptes ça marchait super bien que nous autres. Mais j'ai pas les chiffres exacts, mais l'attention là, active, concentrée, diminue d'année en année à cause de ces comportements-là. Fait que ta capacité d'attention diminue. Puis ça, c'est pas relié, parce que tu sais, comme là aussi, le plus gros phénomène, c'est comme... le plus gros phénomène, un phénomène vraiment important, c'est le déficit d'attention. On est la génération déficit d'attention. Tout le monde s'auto c'est ça. S'auto-diagnostique. Là, je sais pas ce qu'ils faisaient le gag, les gens qui ont déficit d'attention ne manquent pas d'attention quand c'est temps d'en parler. Je pense que c'était sexe illégal ou je sais pas trop quoi. Bon flash. Puis, c'est comme parce que tout le monde parle de son déficit d'attention.
c'est comme l'affaire la moins originale au monde parce que tout le monde a un déficit d'attention, mais je lisais quelque part que oui, il y a la composante chimique, scientifique de comment, en termes de neurotransmetteurs transmis ou pas dans le cerveau, qui fait que bon, les gens prennent ou pas de la médication, mais qu'à cause de ces putains de téléphones intelligents-là, puis de l'aspect justement tout le temps être en mode divertissement, attention, tout ça, tu développes un déficit d'attention, dans le fond... Induit. Induit et non pas inné, genre. Ouais. Et puis c'est comme crème, mais non, ça c'est catastrophique, là. Ça veut dire que tout le monde s'en va vers le mur. Et fait que, en tout cas, je sais pas c'est quand que ça arrête, là, mais... On travaille là-dessus. Mais pour vrai, la plupart des gens, même les ados, quand je fais des conférences, là, quand je leur explique qu'ils se font manipuler, que les compagnies ils ont plein de stratégies pour capter puis voler leur attention parce que leur attention, c'est de l'argent. Ouais, ça a une valeur. Au bout de la ligne, ça revient tout le temps ça. Fait que l'attention, c'est de l'argent. Fait que là, quand les ados comprennent, OK, là, je me fais voler de l'argent, puis ça va avoir un impact sur ma vie, sur mes projets futurs, tout ça, est-ce que je veux ça? Puis la plupart des gens, rien surpris, même 12, 13, 14, ils font, je vais y réfléchir, puis je vais faire 2, 3 comportements de changement. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont capables de réfléchir aussi, puis de dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, c'est vrai, j'ai rien fait de l'année, j'ai pas créé rien. Ouais. Mais honnêtement, juste là, on en parle, puis je repense à ma soirée d'hier soir. J'ai passé peut-être 1h15 sur un nouveau jeu de sel qui m'a été proposé sur Facebook. Puis je fais que, j'ai vraiment gaspillé cet heure-et-quart-là. Mais tu sais, je trouve aussi que de plus en plus, tu sais, mettons, on jase, puis là, ton sel sonne, tu le sors, je continue à te parler, tu me réponds des ouais. Puis après ça, tu ranges ton sel, tu reprends la conversation comme si de rien n'était. Et moi, mon fun, des fois, c'est de glisser. Quand je vois que là j'ai perdu son attention à cause de son message, je vais glisser des phrases comme c'est fou pareil quand en Chine il y a des tortues mauves, hein. Puis la personne est comme ouais. Puis là elle redresse son téléphone puis on dirait que puis je dis pas que moi je suis parfait, je le fais jamais. Des fois ça m'arrive puis j'aime ça des fois faire hey, excuse-moi, j'ai manqué ta dernière minute. Puis on dirait que c'est de plus en plus fréquent ça à cause des téléphones justement de Hier soir j'ai tué quelqu'un. Ah ouais, puis vous essayez, c'est le fun là, ça marche super bien. Les gars, on arrive au bout de ça, puis on reparle d'enfance difficile. Non, mais en plus, c'est juste pour rapper, mais c'était cool parce que justement, c'est ce que tu étais rendu dans les écrans, tout ça. Mais j'ai comme ça vient de me popper comme pour fermer la bulle. Parce que j'entends déjà quelqu'un dire OK, mais Jay, avec ton père, comment ça finit Comment, tu sais, dans le sens qu'aujourd'hui, tu parles encore à ton père? Non, moi, dans le fond, la journée que j'ai arrêté le hockey, déjà, notre relation s'était émiettée, là. On se voyait presque plus, sauf dans les événements importants. Puis, le Noël de mes 16 ans, il y a eu comme une chicane de famille. J'ai décidé que, là, j'ai 16 ans, je vais pouvoir tenir tête à ce monsieur-là qui m'a toujours fait peur. Ça s'est fini, disons, de façon un peu agressive. Sur des menaces puis je vais appeler la police si tu t'en vas pas. J'ai fait pas besoin d'appeler la police, je m'en vais. Et c'est la dernière affaire qu'on s'est dit après ça a été changé une tape sur la gueule chaque puis fait que non, là j'ai 28 ans, chaque Noël, j'ai une petite pensée pour c'est vrai, il y avait cet homme dans ma vie qui n'est plus. Puis j'ai encore à la limite des petites bébites par rapport à ça dont d'ailleurs j'ai de la misère à jouer dans une ligue de garage où il y a aucune importance. Mais non, ça fait bientôt 13-14 ans que je vois plus mon père. OK. Ben, je trouvais que ça finissait trop joyeux, les écrans. Je le ramenais ça. non, mais je voulais juste rappeler la patente, pas pour finir. J'ai un vieux blog Skyrock aussi qui raconte tout en détail. Je mettrai le lien dans le... Alors, WordPress. WordPress, c'est très malade, les gars, juste un long... En plus, c'est comme drôle parce que justement, qu'on commence, tu disais, imagine que mon père tombe sur le podcast. Ouais. Mais tu penses que c'est quelque chose qui est possible? Non. Ben, c'est juste que dans les dernières années, tu sais, j'ai des anciennes belles-mères qui ont essayé d'entrer en contact avec moi par Facebook ou des anciens demi-frères, demi-sœurs. Lui, il a un compte Facebook. Bon, je l'ai déjà stalké aussi, faire comme il est sur Facebook. Il a un compte Facebook vraiment minimaliste où il y a comme 2 photos de chicks puis une phrase philosophique qui bitch des sentiments. Fait que tu sais, j'ai l'impression un moment donné que peut-être lui s'est créé ça pour aller nous stalker moi puis ma sœur. Moi, j'ai jamais eu un profil barré. Puis on dirait que même si tout le monde toi tu laisses tout public tout ça, puis on dirait que ça me genre tu sais les compagnies peuvent voir puis blablabla, on dirait que ça me fait moins
peur que le fait que mon... Tu sais, on dirait que je reste ouvert pour que... J'aimerais quasiment ça qui tombe là-dessus, ou j'aimerais ça qui tombe sur mes succès, ou j'aimerais ça qui tombe sur ce qui manque, entre guillemets, parce que le gros, moi, de tout ça, c'est que je peux pas concevoir qu'un homme fasse 2 enfants, puis qu'un moment il fasse comme, fuck off. Tu sais, moi, je veux des enfants dans la vie, puis on dirait que le but, c'est de les voir jusqu'à temps que je puisse plus les voir parce qu'on m'enterre, pas parce que, il veut plus jouer au hockey, ça m'intéresse plus, tu sais. Fait que, à la limite, s'il tombe là-dessus, puis qu'il m'appelle en me disant, telle affaire, t'as exagéré, on aura une discussion ou pas, ou même pas. On dirait que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de closer ce dossier-là. Dans ma tête, il est déjà closé, mais, Est-ce que maintenant que tu fais un métier public, là, commençant l'humour, c'est pour ça que je le fais, gros. D'ailleurs, allez liker ma page. C'est ça. Honnêtement, avoir 300 likes, s'il n'y a rien de drôle là-dedans, fait qu'allez, non, mais tu fais maintenant un métier public. On sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que tu penses au jour où tu vas sortir de scène puis qu'il va y avoir un monsieur qui va t'attendre? Ben, à la limite, c'est, je vais t'avouer, on dirait que c'est comme un petit rêve malsain. Tu sais, mettons, j'aimerais réussir. Ça, c'est sûr, dans ce que dans ça. Puis la seule raison pourquoi j'ai le goût de réussir, c'est pas d'être connu, mais c'est de pouvoir vivre de quelque chose que je trouve trippant à faire. Mais on dirait qu'il y a une petite partie de moi qui se dit, que j'aimerais ça, à un moment, me faire, tu sais, une fois, là, ça marche, puis là, ça t'intéresse, puis de pouvoir, à mon tour, faire comme, mais gars, ça me tente pas. Tu sais, ça t'a pas tenté quand j'avais 16 ans de t'intéresser. Là, moi, ça m'intéresse pas. Puis d'avoir justement cette espèce de sentiment de victoire de, gars, j'ai réussi, puis là, ça t'intéresse. Tu sais, t'avais juste à croire en moi alors qu'il y avait rien de concret. Au lieu de, là, il y a du concret, là, ça t'intéresse. Fait qu'on dirait que c'est ça, à la limite, j'attends le jour où je vais pouvoir faire comme, non, lui, oui, c'est mon père, mais il y a pas de billet de faveur pour ce gars-là, il achètera des billets, puis il viendra le voir, puis j'en prendrai une selfie de fan avec toi si tu veux, mais ça va s'arrêter là, tu sais. On dirait qu'il y a comme, mais je le fais pas pour ça non plus, mais on dirait, tu sais, on m'a déjà posé la question de, mais là, si ça devient qu'on te voit plus, est-ce que ça te dérange si ton père non, à la limite, il verra bien ce qui a manqué, parce que moi, il aurait fait partie de tout ça si lui était pas parti. Fait que pour ça, moi, c'est pas un stress, mettons, tu sais. Ouais, je comprends. C'est juste que là, vu que c'est de hockey puis que ça parle de lui, que là, j'étais un peu plus comme, s'il tombe là-dessus, qu'est-ce que ça va donner, mais... Il va savoir c'est quoi ta voix en 2018. Exact. C'est ça. J'en ai eu une pomme d'Adam, papa. C'est déjà exact. Dans ta réponse, il y avait tous les paquets de clopes que t'as fumés. Je fume pas la clope. qui ont fait de cette voix à cette voix. Ben, c'est ça. Non, exact. C'est une voix radiophonique. Vous écoutez de la tulté. Tu peux l'utiliser si tu veux pour ton jingle pour la 3e saison. En fait, c'est qui fait la voix dans le jingle? Non. C'est Pierre-Luc Funk. Parce que Pierre-Luc peut prendre une voix plus basse. Tape avec David. Les gens me demandent ça. C'est que je vis dans son nom, ma petite gars-là. Honnêtement, vous avez le même casting. Puis j'ai tellement failli. Un été sans point de coup sûr, là. Ils m'ont dit, tu l'as. Puis là, finalement, Pierre-Luc a fait l'audition. Mon gars, je t'ai fait 3-4 appels puis tu joues dans le chalet, là. J'ai hâte. Merci pour d'être venu. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter, Jean-Michel. Non, juste pour résumer, tu sais, les jeunes, dans le fond, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on soutienne leur estime puis leur niveau. Puis c'est vraiment important. Puis peu importe, après le hockey, il y a d'autres choses aussi. S'il y a des coachs en ce moment, des gens qui nous écoutent, que ce soit des parents de hockey mineur ou des coachs de jeunes, qu'est-ce que tu veux qu'ils gardent en tête de ce podcast-là? La chose la plus importante, ce que tu viens de dire. Là, en gros, c'est ça, c'est le plaisir. Tu sais, nous, on est 3 ici, puis on parle quand même de hockey, puis on a toutes des professions comme différentes. On n'est pas coach de hockey, mais on parle encore de hockey, parce que la passion, c'est plus fort que nous. Là. C'est soutenir l'estime, puis pour pas que, justement, nos passions, on puisse pas les faire à cause que quelqu'un est autoritaire ou quelqu'un nous dévalorise ou quoi que ce soit. Là. Absolument. Merci d'être passé, Jean-Michel. Je sais que toi aussi, tu as une page Facebook, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller, c'est Dr Jean-Michel Pelletier, psychologue. Fait que c'est un peu officiel, là, mais... Docteur, il a un doctorat. Puis je pense que ça, comme tu en as parlé un petit peu, mais tu fais des conférences qu'on pourrait qualifier de ludiques. Oui, ludiques pour jeux. J'aime ça mettre des jeux. Tu sais, je vais planifier, tu sais, baby-foot, là. Et on va mettre un baby-foot géant dans une de mes conférences prochainement. Fait que, puis je vais expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique parce que tu sais, faut que tu donnes des directions, attention active. Mais non, mais c'est tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, je le fais vivre aux gens. Des fois, j'ai fait dessiner juste pour leur montrer qu'il y en a qui se sentent pas bon, puis il y en a qui se sentent bon, puis que ça l'a sur le cerveau. Fait que tu sais, ludique j'aime ça faire des jeux. J'aime ça amuser, puis je pense que tu vois pour finir, jeu, plaisir, le hockey, c'est ça, tu sais. Ouais, ça joue
Surtout en bas âge, là, quand c'était là pour ça. Donc, bref, s'il y en a qui sont intéressés à tes services sur ta page Facebook, tout ça, c'est possible d'aller te contacter. Yes. Vous le voyez pas là, mais il fait bien du sens. Un bon petit L'emballage est beau. Là, le gendre idéal. L'emballage est beau. Oui, mon oncle JJ. Yeah. Jay Lally. Jay Lally, hein, ça s'en vient. Ça commence aujourd'hui. Merci, gars. Je pense que c'était respectivement vos premiers podcasts à vie, si je me trompe pas. Ouais. Oui, c'est la première fois. On a vécu ça ensemble. Ça va être notre première fois. Ce serait cool qu'à chaque année, on prenne un café. Ouais, c'est ça. Pour garder la même une tradition. On pleure, on se vide, puis après ça, bye. Mais pour vrai, Jay Lally, on peut te suivre sur Facebook, dans les bars près de chez vous. Oui. Bientôt en première partie de David Bocage. C'est vrai? Ben, ça se parle. Hors ronde, ça se parle. Ça se chicane beaucoup. Ça se tient là, mais on travaille fort. Ça s'écoute pas, mais ça se parle. Alors, c'est pas vrai. Ben oui, ça me fait plaisir, honnêtement. Mais ouais, puis c'est ça, le Killing qui soit est sorti ou sort. Puis il y a d'autres petits projets qui se trament, là. Fait que, est-ce que, je te le dis là, comme ça va te mettre une pression, mais ZooFest 2019. Il y a un 30-30 qui s'en vient. Je peux déjà vous le dire. J'ai déjà une association avec un jeune très prometteur qui est déjà meilleur que moi, Charles Brunet. On prévoit faire... j'entends son nom. Il a-tu fait l'école? Il a pas fait l'école, il fait l'école des bars. Il a commencé à roder dans les bars à 17 ans. C'est ce qui lui a apporté beaucoup d'attention et une attention dont il profite bien. Il est super talentueux, super bon. On écrit beaucoup ensemble. Super. Allez le suivre lui aussi. Puis cool. un 30-30 au ZooFest l'année prochaine, peut-être au Minifest aussi. Très cool. Jay Lally, Jean-Michel Laliberté, merci d'être venu. J'avais dit 1 heure, on est rendu à 1h52 et ce n'est que du bonheur. Peut-être ça pourrait être un épisode en 2 parties. Oui! Tu coupes où je vais aux toilettes. C'est ça. Et je reviens juste pour le dernier 20 minutes. C'est ça. Merci les boys, bonne journée. Bye bye. Bye. Un énorme merci sincère aux boys Jean-Michel et Jay qui ont été extrêmement généreux avec nous, qui se sont ouverts à donner lieu à un épisode d'une grande sensibilité. Merci les gars, si je vous vois dans la rue, je vous punch dans la face. Ben non, c'est une blague. Non, merci aux boys encore, pour vrai. Quant à vous, auditeurs, si vous voulez savoir comment avoir accès à notre ultime party secret de Dread sur le Tape, allez checker ça sur notre page Patreon, patreon.com/Dread sur le Tape. C'est weird à l'oral, je sais pas comment écrire ça. C'est pas grave, on a mis les liens sur nos pages Instagram et Facebook. T'as juste à cliquer là-dessus, bing, bang, boom, bam, boom, ça t'amène. Ok, je vais reprendre mon souffle, on se voit la semaine prochaine. Bye bye, là. Salut, embrasse ta mère, c'est le fun. Bye.